Nous commencerons notre voyage par l'un des villages disparus les plus célèbres et les plus effrayants au monde. Il se trouve en Inde, dans le district de Jaisalmer, au Rajasthan. Il porte le nom de Kuldara. Contrairement à d'autres lieux abandonnés, celui-ci est plutôt difficile d'accès, car les habitants ne voudront pas t'y emmener. Les gens ont peur de cet endroit et l'évitent à tout prix. Tu peux prendre un taxi qui te déposera non loin. Le chauffeur te dira où aller ensuite. Tu ne trouveras aucune trace de civilisation dans les environs. Le village est situé dans une zone désertique chaude, mais au moment de t'en approcher, tu auras froid dans le dos. À cause de la chaleur, tu ne trouveras aucune végétation. Il n'y a que des ruines et les routes sont couvertes de sable. C'est un peu comme marcher au milieu d'une ville antique encore à demi enfouie. Pourtant, Kuldara n'est pas si ancien. Il n'a disparu qu'en 1825. Avant cette date, c'était un village prospère. Composé de nombreux petits groupements communautaires, il formait presque une petite ville. Ses habitants y pratiquaient l'agriculture. En outre, ils exploitaient des carrières de gypse et extrayaient de précieux minerais. Mais du jour au lendemain, tout a changé. Pour une raison qu'on ignore, les villageois ont abandonné leurs maisons et se sont enfuis. Personne n'a jamais su pourquoi, et ils ne sont jamais revenus. Les habitants des régions limitrophes sont persuadés que l'endroit est maudit, et ils ne s'en approchent jamais. Ils croient que les puissances de l'au-delà y ont élu domicile. Parmi ceux qui s'y risquent, certains tombent malades, d'autres prétendent avoir vu des fantômes, d'autres encore disent avoir été saisis d'une peur irrationnelle. Mais des touristes s'y rendent régulièrement. Selon la version la plus simple et la moins effrayante, les gens auraient quitté le village en raison de la sécheresse. Mais c'est un peu étrange. Si l'eau avait manqué, les habitants auraient tranquillement migré au lieu de s'enfuir à la hâte. La seconde version tient davantage du mythe. Une légende raconte qu'un souverain cruel collectait de lourds impôts dans cette communauté. Il serait tombé amoureux de la fille du chef de Kuldara et l'aurait menacé d'augmenter encore cette taxe si elle refusait de l'épouser. Elle n'avait qu'un seul jour pour lui donner sa réponse. Personne parmi les résidents ne souhaitait qu'elle cède à ce chantage. Par solidarité, ils auraient donc décidé de quitter le village. Ceux qui ne croient pas à cette légende peuvent aller y passer une nuit. Il y a de fortes chances qu'ils entendent quelqu'un crier, aller et venir et même frôler leur tente. Non, je plaisante. Le village suivant se trouve aux États-Unis, en Pennsylvanie plus précisément. Pour être exact, il ne s'agit même pas d'un village, mais d'un district du nom de Centralia. La vie est totalement absente de cet endroit. Arbres brûlés, herbes desséchées, bâtiments vides. Presque toutes les routes y sont crevassées. On les a recouvertes de gravier afin de limiter les immenses remontées de fumée qui s'échappent en permanence du sol. Ce lieu abandonné brûle depuis plus de 50 ans. Il te rappellera peut-être quelque chose. Les auteurs de Silent Hill s'en sont inspirés lors de la création de leur célèbre jeu d'horreur. Centralia était une cité minière pleine de boutiques, de cafés, de bibliothèques et de résidents heureux. On y extrayait de l'anthracite dans ces mines, et l'une des galeries souterraines servait de décharge à la population. Et puis, en 1962, selon la version la plus répandue, on décida de se débarrasser des ordures en les incinérant. Mais le projet échoua. Dès que le feu fut allumé, il se répandit dans toute la mine. Très vite, on dut arrêter son exploitation en raison de l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans les galeries. Les résidents ne réussirent pas à éteindre le feu et il se propagea sous terre d'un bout à l'autre du district. Les routes commencèrent à chauffer, le sol devint toxique. Une épaisse fumée envahissait lentement les rues et on fut forcé d'évacuer la population. En 1992, Centralia fut définitivement abandonnée. La ville a un air sinistre et certains pensent que ce n'est pas seulement à cause de l'incendie. Ils affirment que tout le monde n'a pas réussi à s'en aller à temps et que des fantômes se promènent encore dans les rues brûlantes dans l'attente que ces flammes éternelles soient enfin éteintes. Imagine à présent un village prospère et magnifique où les gens cultivent des terres fertiles et produisent le pain le plus délicieux au monde. Et un jour, pouf, tout disparaît, ne laissant que d'étranges traces sur le sol et quelques briques ici et là, vestiges des magnifiques bâtiments, moulins et chapelles d'une époque révolue. Les champs immenses ont été abandonnés et personne ne sait pourquoi. Bienvenue dans le village anglais de Gainthorpe, dans le Lincolnshire, ou plutôt ce qu'il en reste.
D'en haut, tu apercevras des remparts de terre délimitant de grands prés d'herbe, des routes à peine visibles, de sombres vallons et les rares murs défoncés des anciennes maisons et des granges effondrées. Tu pourrais même, en visitant le coin, ne pas t'apercevoir que se dressait autrefois ici un village. Il n'en reste qu'un champ d'un vert peu commun, mais au XVIIe siècle, la vie y était florissante. Nous allons tenter de résoudre ce mystère. On mentionne pour la première fois cet endroit en 1086. Je n'étais pas encore né à l'époque. En ce temps-là, le village était prospère. On y trouvait environ 19 champs cultivables, une chapelle, un moulin, un pont, ainsi qu'un manoir, résidence des seigneurs locaux. Au total, il y avait environ 25 bâtiments. D'après des archives datant du XVIe siècle, la population exploita même des carrières à un moment de son histoire. Ce qui signifie que ce lieu non seulement était florissant, mais qu'il savait aussi évoluer avec le temps. Puis en 1616, le village fut complètement abandonné. Les scientifiques cherchent toujours à démêler ce mystère. Certains pensent qu'il s'y serait produit quelque chose de terrible et peut-être même de surnaturel. Mais selon l'une des principales hypothèses, la peste aurait tout simplement sévi dans la région. D'après une autre version, Gainthorpe ne parvint pas à suivre les progrès de la modernité naissante. Au XVIIe siècle, une transition eut lieu. La vie urbaine commença à remplacer l'ancienne vie rurale. L'industrialisation avait commencé. La jeunesse quitta le village, partant à la recherche d'une vie meilleure. On dit aussi que des groupes de brigands et de voleurs s'installèrent dans le village. Ils firent de Gainthorpe leur bastion et finirent par tout piller. Pourquoi exactement, nous l'ignorons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en théorie, le village pourrait renaître. Des spécialistes pourraient le reconstruire à partir de ses ruines et recréer l'agriculture qui s'y pratiquait. Le plus difficile, cependant, est de trouver les fonds nécessaires. Ce petit village de l'île d'Achill, en Irlande, a connu un sort similaire. Une quarantaine de maisons simples, faites d'argile et de paille, bordaient la vallée baignée par la baie de Kim. C'était tout simplement un endroit fantastique où vivre. La côte, les montagnes, l'eau cristalline et un sol riche. Le village fut fondé en 1838. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques monticules de terre et de petits pans de murs. Les habitants des localités voisines ne se souviennent pas de ce village, ou peut-être savent-ils quelque chose, mais ne veulent rien dire. On n'en trouve mention que dans les journaux d'écrivains voyageurs qui l'ont décrit comme un lieu d'une beauté paisible. De nombreuses localités existent encore autour de ce village, mais pourquoi celui-ci a-t-il disparu ? Un mystérieux phénomène serait-il la cause inexplicable de la disparition de communautés entières ? Une force mystique inconnue et redoutable. Mais s'il n'y a rien de fantastique dans tout cela, pourquoi les gens ne construisent-ils donc pas de nouvelles maisons sur cet ancien site ? Peut-être ont-ils peur de quelque chose ? Les étudiants de l'école d'archéologie locale ont un jour décidé de résoudre ce mystère. Ils ont entrepris des fouilles dans le village à la recherche d'indices. Et ils ont découvert que quelque chose était arrivé à cet endroit au milieu du 19e siècle. Mais on ne sait pas exactement quoi. À cette époque, la région a connu une famine dévastatrice. La communauté aura peut-être simplement déserté les lieux afin de trouver de quoi se nourrir autre part. Quoi qu'il en soit, les travaux d'excavation se poursuivent et les étudiants sont bien décidés à faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Au XXe siècle, un nombre croissant de villages a été abandonné de par le monde. Dans la plupart des cas, les habitants migrent tout simplement vers des lieux où la vie est moins difficile. Les jeunes ne veulent plus vivre loin du monde moderne. Mais souvent, les plus âgés ne veulent ou ne peuvent pas quitter leur lieu d'origine. Ils y demeurent jusqu'à ce que la communauté s'éteigne et les villages restent inhabités. L'un des grands problèmes est l'accès aux soins médicaux. Dans certains endroits, les gens doivent parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour trouver le médecin le plus proche. Bonjour courageux visiteurs et bienvenue à l'exposition de l'étrange. Attention, cette expérience va te donner froid dans le dos. Même Sabrina la sorcière aurait du mal à gérer ses émotions devant ces photos. Maintenant, si tu te sens prêt à emprunter le tunnel des bizarreries, allons-y. La première photo nous ramène à Belfast des années 1900. Elle montre 15 femmes qui travaillaient dans une fabrique de lin. Si tu calcules combien de mains ont 15 personnes, ça doit faire 30, n'est-ce pas ? Mais regarde bien la photo et tu verras qu'il y a une main supplémentaire qui n'appartient à aucune des femmes présentes. Toutes les femmes se tiennent en rang, les bras croisés sur la poitrine et les mains repliées sous les bras.
Il n'y a qu'une seule exception à cela, et c'est la femme de la deuxième rangée, qui a une main sur la hanche et l'autre sur le côté. La mystérieuse main en forme de griffe n'est ni la sienne, ni celle d'une autre femme proche d'elle. Elle est en fait posée sur l'épaule d'une femme de l'autre côté de la même rangée, et il n'y a personne d'autre à qui la main pourrait appartenir. Même si elle a un siècle, la photo est apparue pour la première fois sur Internet le 29 avril 2016. Elle a été envoyée à un site web par une femme nommée Linda, qui avait identifié la femme avec la main sur l'épaule comme étant sa grand-mère, Helen Donnelly. Mais elle n'a jamais précisé à qui appartenait la main. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui suggère que la photo ait été modifiée numériquement. Alors, d'où vient cette main orpheline ? Photoshop n'existait pas à l'époque, mais cela ne signifie pas que les photographes n'avaient pas les compétences nécessaires pour modifier leurs photos. Bien qu'il ne soit pas possible d'ajouter une main supplémentaire à une photo, il était sûrement possible de supprimer tout objet ou personne indésirable en les découpant simplement avec des ciseaux. Les photographes dessinaient ensuite au crayon ou au fusain ce qu'ils voulaient voir apparaître sur la photo. Ils pouvaient aussi combiner plusieurs négatifs pour créer une seule image. Il y a une autre réponse à la question de savoir d'où pourrait provenir cette main. Même si la photographie instantanée existait déjà dans les années 1900, certains photographes utilisaient encore la technique de l'exposition longue pour capturer le moment. Il est donc possible que pendant la prise de la photo, la femme à l'arrière ait d'abord placé ses mains sur Hélène, puis ait décidé de croiser les bras, ce qui fait que cette photo terrifiante est le résultat d'une longue exposition de l'appareil photo. Tu peux donc te rassurer en te disant que ce n'est pas la chose, la main de la famille Adams, qui a fait un photobombing. Sur notre deuxième photo, tu verras une jeune femme qui tient une apparition lumineuse entre ses mains. Cela pourrait presque faire croire que la magie existe. Désolé de te décevoir, mais il ne s'agit pas d'une sorte de Harry Potter. La femme sur la photo s'appelle Marthe Béraud, née en France et qui a plus tard changé son nom en Eva Carrière. Elle a vécu entre 1886 et 1943 et c'était une fausse médium. Elle prétendait avoir des capacités psychiques lui permettant de communiquer avec des gens de l'au-delà et de faire en sorte que leurs esprits se matérialisent pendant ses séances de spiritisme. À l'époque, ces imposteurs suivaient une procédure standard pendant leurs séances. Ils entraient dans un placard installé dans la pièce pour faire semblant de se concentrer. Puis, ils utilisaient leur pouvoir à plein régime pour générer de l'ectoplasme. Lorsqu'il n'est pas utilisé dans le contexte de la biologie cellulaire, l'ectoplasme est un terme faisant référence à une substance imaginaire qui sortirait du corps du médium. Il pourrait alors prendre la forme d'un visage, d'une main ou même du corps entier de la personne que l'on rappelle à la vie. Eva Carrière était l'une de ces médiums malhonnêtes qui utilisaient du papier mâché et des visages découpés dans des magazines et des journaux pour fabriquer du faux ectoplasme. Cette photo d'elle, prise en 1912 par le chercheur en parapsychologie allemand Albert von Schrenck-Nossing, la montre en action pendant l'une de ses séances de spiritisme. Mais connaître toute l'histoire ne change rien au fait que cette photo peut te faire dresser les cheveux sur la tête. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est le fait qu'elle ait pu convaincre de grands noms comme Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de la série policière Sherlock Holmes, que c'était bien réel. Mais tu seras sans doute heureux d'apprendre qu'elle n'a pas pu tromper l'illusionniste et artiste de l'évasion Harry Houdini, qui, contrairement à Sir Arthur Conan Doyle, pensait que ses performances n'étaient rien d'autre que des tours de passe-passe. Ces chouettes sur notre troisième photo ne sont pas des chouettes de Poudlard qui t'apportent ta lettre d'admission. Cette photo a été prise dans les années 1920 devant la Manchester Grammar School, qui a été fondée en 1515 par un homme appelé Hugh Oldham. Et c'est à cause de lui que ces gens portent des costumes bizarres de chouettes tandis qu'ils défilent. Hugh Oldham est né à Manchester. Il n'était pas un érudit, bien qu'il ait fréquenté les universités d'Oxford et de Cambridge. Les frais de scolarité étaient moins chers à l'époque. Cependant, il était au service de la royauté et grâce à ses compétences administratives, il a été gratifié de titres importants. C'est ce qui l'a aidé à atteindre des postes élevés et à devenir une figure puissante et influente. Et grâce à ces nouvelles fonctions, il a pu amasser une grande richesse qu'il a ensuite utilisée pour financer l'école. La devise de l'école d'Oldham, qui est inscrite sur son blason, est la phrase latine « sapere aude », qui peut se traduire par « ose être sage ». Aujourd'hui encore, l'école a toujours cette devise. Pourtant, la chouette ne symbolise pas la sagesse comme on pourrait le penser.
La chouette, sur le blason de la Manchester Grammar School, porte une bannière sur laquelle figure le mot « dom ». Si on le lit comme un rébus, on obtient « Old Dom », qui est en fait une référence à You Oldham. Lorsque tu regardes l'écusson de la ville d'Oldham, tu verras qu'il est très similaire à celui de l'école. Ce choix a été fait pour refléter la prononciation d'Oldham dans l'accent local qui se rapproche davantage de Oldham. Par conséquent, c'est pour rendre hommage à leur père fondateur que le symbole de l'école et de la ville est la chouette. Donc, sois rassuré, il ne se passe rien de sinistre ni d'effrayant sur cette photo. Que dirais-tu de quelque chose de plus léger après tous ces trucs ésotériques ? La 4e photo représente un enfant innocent dont les yeux crient « Aide-moi ». Mais ne t'inquiète pas, celui qui le tient n'est pas le croque-mitaine. La chose sur laquelle il semble être assis est en fait sa mère. C'est ce qu'on appelle la photographie de la mère cachée, et c'était en fait très courant à l'époque victorienne. Dans les années 1840, la seule façon pour les gens de se faire photographier était d'utiliser un appareil photo daguerréotype qui était le premier appareil développé pour un usage commercial. Ces appareils avaient des temps d'exposition allant de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes. Il fallait donc rester parfaitement immobile pendant tout ce temps pour obtenir une photo nette. Mais comme tu peux l'imaginer, il n'est pas facile pour un enfant de rester immobile pendant une si longue période. Et tu ne peux pas non plus dire « prends la pause » à un bébé. C'est donc la raison pour laquelle la technique de la mère cachée est née. Les enfants étaient photographiés en présence de leur mère, mais cette dernière devait être cachée dans le cadre. Pour y parvenir, elle se tenait souvent derrière des rideaux, sous un manteau ou une couverture, ou faisait office de chaise. Parfois, les photographes retiraient aussi les parties des photos où la mère était visible. Déjà à l'époque, les mères devaient se plier en 4 pour leurs enfants. Certaines des photos se sont avérées plutôt réussies, mais d'autres ont fini par avoir un aspect cauchemardesque. Cette pratique a continué à être utilisée jusque dans les années 1920. Mais comme les appareils photos sont devenus plus rapides, les mères n'avaient plus besoin de se cacher. Du moins, jusqu'à ce que le photobombing devienne à la mode. Le 2 août 1996, d'immenses dessins mystérieux sont apparus dans un champ agricole à Chiseldon, en Angleterre. Personne ne savait ce qu'étaient ces symboles et qui en était l'auteur. Dès que les journaux en ont parlé, les habitants ont immédiatement commencé à faire des suppositions. Selon la version la plus populaire, il s'agissait du message d'une civilisation extraterrestre. Les premiers agroglyphes sont apparus dans les années 70 dans différentes régions des États-Unis et de l'Angleterre. Certaines personnes comparent ces symboles aux inscriptions des anciens Mayas. D'autres pensaient qu'il s'agissait de messages relatifs à une apocalypse imminente. Mais la plupart s'accordaient sur le fait qu'ils étaient le fait d'une civilisation inconnue. Ce motif géographique à Chiseldon est toutefois différent des autres en raison d'un événement qui s'est produit 8 ans plus tard. En 2004, un homme a trouvé une pierre étrange à 17 km de Roswell, au Nouveau-Mexique. Il y avait sur la pierre le même motif que dans le champ de Chiseldon. Il faut savoir que Roswell est devenu un lieu célèbre après le crash supposé d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète. Du coup, lorsque l'agriculteur a trouvé cette pierre et en a publié une photo sur Internet, nombreux sont ceux qui se sont dit qu'elle avait un lien avec ce vaisseau. La pierre était parfaitement lisse et le motif y avait été dessiné avec une précision extraordinaire. Mais le plus remarquable, c'était ses propriétés magnétiques. Elle se mettait à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'on plaçait un aimant à côté, au nord. Lorsqu'on plaçait l'aimant côté sud, la pierre tournait dans l'autre sens. Grâce à l'analyse tomographique et aux rayons X, on a pu constater que rien à l'intérieur de la pierre ne pouvait entraîner cette rotation. Il ne s'agissait que d'un morceau de roche lisse. La pierre de Roswell venait-elle vraiment d'un vaisseau spatial ? Pour répondre à cette question, nous devons nous rendre en Angleterre en 1976. Un artiste du nom de Doug Bower proposa à son ami Dave Shorley de créer une œuvre d'art spectaculaire. À cette époque, on ne connaissait les agroglyphes que par les livres et les disques. Et bien sûr, la réalité de ce phénomène n'avait jamais été confirmée scientifiquement. Les deux amis savaient que tout cela n'était que superstition. Ils décidèrent donc de dessiner un grand motif dans un champ de blé du Wiltshire. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur dessin attire autant l'attention. Un grand nombre de journaux publièrent des articles sur ces mystérieux cercles. Des centaines de journalistes vinrent les filmer et les gens furent stupéfaits devant leur télévision. À partir de là, les agroglyphes devinrent un véritable phénomène culturel.
En mêlant faits et fiction, on donne naissance à des légendes de plus en plus invraisemblables. Une personne déclara avoir vu des lumières mystérieuses dans le ciel juste au-dessus des cercles. Et nos deux amis continuèrent à dessiner des motifs dans des champs et ne révélèrent leurs secrets qu'en 2009. Ils furent également les auteurs du dessin de Sheldon, mais ils n'avaient rien à voir avec la pierre de Roswell. Ils ont plus tard affirmé qu'il ne pouvait s'agir que d'un faux. D'autres artistes avaient très bien pu copier leurs motifs en utilisant des outils adéquats. L'un des livres les plus mystérieux du monde est le manuscrit de Voynich. Personne ne sait qui en est son auteur, mais on sait qu'il date du XVe siècle. Le contenu de ce livre, composé de 240 pages, reste un mystère depuis plus de 500 ans. Imagine ça, tout y a été écrit à la main dans une langue inconnue. Presque toutes les pages sont ornées d'étranges représentations féminines et de plantes bizarres. Le livre, qui a été découvert en 1912, a immédiatement fait sensation. De nombreux scientifiques, polyglottes et historiens ont essayé de déchiffrer sa langue et d'en comprendre le sens. Ils l'ont ensuite publié en ligne afin que les internautes tentent d'en résoudre les mystères. Et il semble qu'un certain Nicholas Gibbs, un historien et écrivain, ait réussi. Il avait passé des années à étudier le latin et la littérature médiévale. Gibbs remarqua un jour que le manuscrit contenait des abréviations latines souvent utilisées dans les traités médicaux et la littérature du Moyen-Âge. Il découvrit même que l'ouvrage était un plagiat d'autres livres de référence plus anciens. Il compara le manuscrit de Voynich à d'autres manuscrits et y trouva les mêmes mots latins en de nombreux endroits. Sa conclusion fut qu'il s'agissait d'un ouvrage médical sur la santé des femmes et que ces fleurs mystérieuses étaient de véritables herbes et plantes. Mais ce n'était pas si simple. Nicholas Gibbs était loin d'être le seul à avoir avancé cette théorie. De nombreux scientifiques jugèrent sa version banale et peu convaincante. D'autres déchiffreurs affirmèrent que l'auteur était un véritable cryptographe. D'autres encore étaient sûrs que le manuscrit avait été écrit par des moniales dominicaines. On l'a également décrit comme un livre sur l'astrologie et les plantes médicinales. Quoi qu'il en soit, tu peux en trouver des scans de haute qualité sur Internet et essayer toi aussi de le déchiffrer. Imagine que tu te promènes à New York et que tu pénètres dans une ruelle sombre et déserte. À un moment, tu vois une magnifique toile qui dépasse d'une poubelle. Tu ne comprends pas vraiment ce qui y est représenté, mais tu te dis quand même qu'il s'agit là d'une puissante œuvre d'art. Tu ramènes la toile chez toi et tu l'accroches à ton mur. Et elle reste là pendant presque 4 ans. Un jour, tu publies une photo de ton tableau sur un site consacré aux objets d'art et tu découvres que cette toile est un chef-d'œuvre disparu d'une valeur d'1 million de dollars. C'est une histoire vraie, c'est arrivé à une New-Yorkaise en 2003. Ce tableau intitulé « 3 personnes » a été peint en 1970 par le célèbre artiste mexicain Rufino Tamayo. Un collectionneur l'avait acheté et offert à sa femme. Mais en 1989, quelqu'un avait volé l'œuvre pendant qu'il déménageait dans leur nouvelle maison. Le voleur n'aimait peut-être pas les tableaux ou il est possible qu'il n'ait pas trouvé d'acheteur et qu'il s'en soit tout simplement débarrassé. La femme qui l'a trouvé a rendu l'œuvre à son propriétaire et a reçu une récompense de 15 000 $. Il arrive fréquemment que des tableaux finissent dans les poubelles. Van Gogh offrait souvent ses œuvres, mais ceux qui les recevaient ne le prenaient pas au sérieux à l'époque. Lorsque certains de ces tableaux ont été trouvés des années plus tard, ils ont été estimés à des dizaines de millions d'euros. Par exemple, l'artiste avait donné l'un de ses portraits à son médecin. Celui-ci fut horrifié par le style trop moderne du peintre. C'était peut-être la chevelure rouge qui ne lui plaisait pas. Il donna le portrait à sa mère qui lui trouva un usage. Elle boucha un trou de son poulailler avec le tableau. Pendant plus de 10 ans, les poulets de cette dame vécurent avec l'œuvre d'art. Puis, un autre artiste trouva le tableau. Il l'acheta au docteur pour quelques centimes. Aujourd'hui, il est estimé à 50 millions de $. Il s'est produit quelque chose de semblable avec une œuvre d'art mise au rebut en Italie. Un jardinier travaillait au musée d'art moderne Ricci Audi. En taillant le lierre des murs du bâtiment, il a découvert une vieille porte métallique cachée. Il l'a ouverte et est entré dans une pièce sombre. Il y avait un sac poubelle posé là. Le jardinier pensait devoir le jeter, mais il a d'abord décidé de regarder dedans. Et il a trouvé l'œuvre perdue du célèbre artiste Gustav Klimt. Pendant la rénovation de la galerie en 1997, quelqu'un avait volé le tableau intitulé « Portrait d'une dame ». Et il s'avérait que le voleur ne l'avait jamais sorti du bâtiment. Sa valeur est estimée à 66 millions d'euros. En 1901, des pêcheurs d'éponges de mer ont découvert un coffre mystérieux dans les fonds marins grecs.
Il y avait un objet étrange à l'intérieur, une espèce d'horloge mécanique de la taille d'une boîte à chaussures. La découverte a vite attiré l'attention des archéologues. Et ils ont établi que cet objet avait été créé en Grèce antique il y a environ 2200 ans. Ils l'ont appelé le mécanisme d'Anticythère. Il se trouve aujourd'hui au Musée archéologique national d'Athènes. Les experts ont constaté que cet objet ne comporte que 82 pièces, soit un tiers du mécanisme original. On ne sait toujours pas qui l'a créé et comment il fonctionne. Mais les spécialistes pensent qu'il s'agissait d'un ordinateur mécanique doté d'engrenages en bronze. Il aurait été utilisé pour le calcul astronomique. La machine pouvait enregistrer les mouvements du Soleil, de la Lune et de 5 planètes du système solaire. Les experts essaient encore d'en comprendre toutes les fonctionnalités. On considère que c'est le plus vieil ordinateur du monde. Cela prouve que le développement technologique de l'Antiquité était bien plus avancé que ce que nous pensons généralement. Voici les 3 termes que tu dois connaître si tu aimes acheter de vieux objets. Rétro, vintage et ancien. Et non, ils ne signifient pas la même chose. Si tu veux être sûr que ce que tu achètes est authentique, voici ce que tu dois garder à l'esprit. Si un objet est vendu comme rétro, cela signifie qu'il doit avoir au moins 20 ans. Les objets vintage ont tendance à avoir environ 40 ans, tandis que les objets qui ont dépassé leur 100e anniversaire sont des antiquités. Avant de te rendre dans une friperie, regarde ce qui se trouve dans le grenier de ta grand-mère. Tu pourrais bien y trouver des objets qui fonctionnent encore et qui peuvent valoir beaucoup d'argent selon leur âge et leur état, comme de vieux appareils photo Polaroid par exemple. Beaucoup de collectionneurs sont prêts à payer un bon prix pour voir leurs photos développées sous leurs yeux. Un Polaroid Fantasy avec un étui en doré et relié de cuir peut valoir jusqu'à 500 €, alors sois à l'affût de ces appareils. Il en va de même pour les vieux disques. Ces vinyles que tu gardais dans ton garage sont de nouveau à la mode, alors vérifie bien ta collection. Il s'y trouve peut-être des trésors cachés. Les vieux albums originaux d'Elvis, par exemple, peuvent s'arracher à pas moins de 100 €. Tu peux peut-être réutiliser certains objets dans ta propre maison. Une porte de chaudière ancienne, par exemple, peut égayer ta cheminée, surtout si tu cherches un look à l'ancienne. Les panneaux publicitaires vintage sont utilisés aujourd'hui dans de nombreux projets de décoration intérieure en raison de leur design coloré et de leur police stylisée. Tout est permis, des affiches de cinéma aux pubs de boissons, et selon la qualité de papier, elles peuvent avoir une grande valeur. Si par pure nostalgie, tu as conservé la petite voiture à pédales de ton arrière-grand-père, cachée au fond du garage, elle vaut peut-être plus que tu ne le crois. Et ne t'inquiète pas s'il y a un peu de rouille dessus. Une Lincoln à pédales des années 30 peut partir pour près de 1 000 €. Les pièces détachées de voitures sont tout aussi précieuses pour les collectionneurs intéressés. Alors ne sois pas si pressé de jeter ces vieux bidons d'huile, emblèmes, posters de voitures ou tout ce qui a trait à l'univers automobile. Parmi les articles vintage les plus populaires vendus de nos jours figurent les jouets et les Lego sont toujours dans le coup. Les figurines de personnages célèbres ont beaucoup de valeur, ainsi que les répliques de châteaux ou de bâtiments connus. Mais les Lego les plus recherchés sont les pièces manquantes des ensembles de valeurs. Cela peut être n'importe quoi, une fenêtre, un volant de voiture ou une brique d'une couleur rare. Les vieux jeux d'arcade peuvent aussi valoir beaucoup d'argent, même s'ils ne fonctionnent plus correctement. Un jeu d'arcade qui ne fonctionne pas peut encore valoir quelques centaines d'euros, tandis que ceux qui sont encore jouables peuvent atteindre jusqu'à 2 500 €. Les bijoux art déco sont vraiment à la mode en ce moment. Tu reconnaîtras une pièce art déco à ses motifs géométriques accompagnés de dessins abstraits. Les pierres précieuses utilisées doivent aussi être de couleurs contrastées. Quant aux montres, elles sont comparables aux voitures de luxe. Tu devras compter sur les grandes marques si tu veux en avoir pour ton argent. Les objets les plus convoités par les collectionneurs de nos jours sont ceux gravés d'or ou de platine, les bijoux ou les chronomètres de précision. Le débarras de ta garde-robe que tu as sans cesse repoussé peut aussi ajouter quelques euros à ton portefeuille, surtout si tu es l'heureux propriétaire de quelques t-shirts vintage. Si tu as des t-shirts publicitaires, de concerts ou de groupes, ils font fureur en ce moment. Un t-shirt de Prince a récemment été vendu pour près de 400 €. Un autre t-shirt représentant le jeu Super Mario 64 s'est aussi arraché pour plus de 100 €. Ok, parlons maintenant des sacs à main. Plus ils sont vieux et rares, plus ils valent d'argent. Et le montant que tu peux obtenir pour l'un d'eux ne fait que s'accroître avec le temps qui passe. Un sac à main vintage ou ancien en bon état peut valoir des milliers d'euros.
Demande à ta grand-mère si tu peux fouiller dans son placard. Tu dénicheras sûrement de véritables trésors. À tous les écrivains en herbe et à tous les amoureux des livres, les anciens claviers mécaniques sont maintenant reproduits dans nos ordinateurs portables modernes, alors il n'est pas dur de supposer que la vieille machine à écrire que tu as dans ton salon est plutôt précieuse, surtout si elle fonctionne encore correctement. De plus, elles sont assez faciles à entretenir et à restaurer. Il suffit de trouver un spécialiste compétent. Quant aux livres, les fans sont prêts à payer beaucoup d'argent pour des exemplaires de la première édition de certains romans. Un tel livre, un exemplaire d'Ulysse de James Joyce, est aujourd'hui estimé à environ 8 000 €. Comme il n'existe que 1 000 exemplaires de cette première édition, elles ne ressurgissent qu'une fois de temps en temps. Les bureaux vintage peuvent aussi être réutilisés dans ton propre bureau si tu en apprécies l'aspect. Même si le bois n'est pas en parfait état, tu peux toujours le faire restaurer et il aura de nouveau l'air neuf en un rien de temps. La plupart des vieux bureaux ont aussi beaucoup d'espace de rangement. En parlant de papeterie, un excellent article ancien qui peut facilement fonctionner de nos jours est un taille-crayon à l'ancienne. Ces objets existent dans de nombreuses formes et différentes tailles, et il est très amusant de jouer avec. Certains ressemblent à des voitures, d'autres à des animaux de compagnie, et c'est un bel objet décoratif à posséder, et qui en plus peut toujours servir. Tu as déjà entendu parler d'un banc à potins? Ils étaient assez populaires après l'invention du téléphone. Ce meuble unique comprend une chaise à laquelle est rattachée une table d'appoint. Certains d'entre eux présentent même une sorte de rangement intégré, comme des porte-revues ou des tiroirs. Après une rapide recherche en ligne, tu verras qu'il y en a beaucoup parmi lesquels choisir. Et selon la région où ils ont été fabriqués, ils peuvent avoir l'air plus ou moins minimaliste ou être joliment ornés. Ce n'est pas parce qu'un objet est ancien qu'il ne peut pas être réutilisé de manière créative. Les propriétaires d'un certain bâtiment ont décidé de réutiliser un lampadaire ancien en guise de plafonnier. Ils l'ont simplement retourné à l'envers et l'ont fixé au plafond. Mettons que tu sois tombé par hasard sur une très belle pièce ancienne dans ta friperie locale. Si tu n'es pas sûr de sa valeur, voici quelques conseils qui peuvent t'aider à obtenir une estimation raisonnable, sans avoir à consulter un spécialiste. Jette donc un œil sur Internet pour voir à quel point cette pièce est rare. Si peu d'exemplaires en ont été fabriqués à l'origine, ou s'il n'en reste que quelques-uns en ligne, leur valeur devrait s'en trouver fortement accrue. Soit à l'affût d'une couleur, d'une forme ou d'un design inhabituel pour cet objet particulier. Plus il est excentrique, plus les gens seront susceptibles d'en vouloir. Un autre bon exemple d'objet qui gagne en valeur avec le temps est celui des célèbres lampes Tiffany. Quand elles ont été lancées, certaines personnes les considéraient comme trop voyantes, d'autant qu'elles n'étaient vraiment pas chères. Mais de nos jours, elles peuvent s'arracher jusqu'à 1 million €. Une part importante de la recherche d'antiquité consiste à séparer les objets authentiques des faux. Mais certains indices peuvent t'aider à savoir si ce tapis oriental est aussi vieux qu'on le dit, ou si un tas de gens l'ont juste piétiné pour lui donner l'air vieux. Vérifie tous les signes qui se rapportent à l'époque qui lui est propre. Il peut s'agir d'une signature ou d'une certaine texture en fonction de l'objet. Ne te laisse pas non plus abuser par certains matériaux. Le bronze, par exemple, peut être facilement confondu avec le régule, un alliage de métaux qui ressemble au bronze. Cependant, tu auras peut-être besoin d'un vrai spécialiste pour différencier ceci. Enfin, ce n'est pas parce que certains objets ont subi des réparations que ce sont forcément des faux. Mais s'il a été altéré, la valeur de l'objet diminue en fonction de la quantité de matériaux d'origine encore présente. Prendre soin de tes antiquités est tout aussi important pour maintenir leur valeur. Pour les objets d'art ou les meubles, il est préférable de les garder à l'abri de la lumière du soleil, car cela peut dégrader les matériaux dont ils sont faits. Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs lorsque tu les nettoies. Quant aux bijoux, évite les gravures ou les ajouts de nouvelles pierres. Essaie de les garder dans leur boîte d'origine et fais-les toujours nettoyer par un professionnel. La partie la plus froide de notre planète, l'Antarctique, ne cesse de nous surprendre. Jette un coup d'œil à cette chute nommée Blood Falls, les cascades de sang. De l'eau rougeâtre sort de la glace blanche. Les scientifiques ont conclu que cette couleur était liée au fer. L'eau qui provient du glacier s'oxyde et prend une teinte de rouille lorsqu'elle est exposée à l'oxygène. Et la couleur rouge apparaît. Prends pied sur le mont Gandeng. Il pond des œufs. Bon, peut-être pas de vrais œufs, mais ces pierres ressemblent assurément à des œufs de dinosaures. C'est pour cela que le mont est devenu célèbre. Ces œufs de pierre, appelons-les ainsi, se sont formés dans une partie de la montagne il y a plus de 500 millions d'années. Il est intéressant de noter que ce phénomène se répète une fois tous les 30 ans.
Les œufs se déclinent dans des tailles et des couleurs différentes. Ces pierres apparaissent à la surface de la falaise. Une étude réalisée dans la région a révélé que la composition de ces pierres n'était pas pareille à celle des autres parties de la montagne. Ici, ce sont les roches calcaires qui prédominent. Elles sont davantage sujettes à l'érosion. Elles s'effritent de jour en jour. Il aura fallu 3 décennies pour que les pierres prennent cette forme d'œuf. Pourtant, le procédé par lequel ces formations rocheuses peuvent être parfaitement sphériques et lisses demeure un mystère. Selon les scientifiques, chaque œuf de pierre a un noyau de matière organique. Ils sont constitués de coquilles, de restes de plantes, de dents de poisson et de squelettes. Voilà peut-être un début d'explication. Le village de Goulou est proche des œufs de pierre. Les habitants croient que ces œufs sont sacrés. Les villageois les associent à la bonne fortune. En fait, presque chaque famille en a un dans sa maison. Malheureusement, il ne reste qu'environ 70 œufs. Alors, si tu veux les voir, il vaut mieux te dépêcher. La structure de Richat est un phénomène géologique de forme circulaire, situé dans le désert du Sahara, près de la Mauritanie. Elle est constituée de roches en plusieurs couches, et celle-ci ressemble beaucoup à des anneaux. Pas étonnant que cette structure unique ait attiré l'attention de la NASA. Vu du ciel, l'élément géologique semble être en train de tourner sur lui-même. Les scientifiques ne savent toujours pas comment ces anneaux sont apparus. Certains disent qu'il s'agit de l'impact d'un astéroïde, d'autres pensent qu'il s'agit d'un processus géologique naturel. Pour eux, la structure de Richat est un dôme rocheux érodé et surélevé. Les géologues la classent souvent comme un dôme anticlinal. Les scientifiques ont découvert que les roches du centre sont plus anciennes que les roches extérieures en forme d'anneau. Il semblerait donc que les pierres aient été érodées jusqu'à former des couches de roches plates. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'explication valide à ce phénomène. Et ce mystère du Sahara, long de 45 km, n'est toujours pas résolu. Le numéro 4 est Rapa Nui, ou Isla de Pascua. Mais je te parie que tu la connais comme l'île de Pâques. Oui, elle a 3 noms. Elle a été découverte par Jacob Roggeveen, qui n'avait en réalité aucune intention de chercher cette île. Il a juste débarqué là par hasard un dimanche, et c'est de là que vient son nom. Jacob recherchait en fait la Terra Australis, et soit dit en passant, ce n'est pas l'Australie. Celle-ci n'a jamais existé, et ce n'était qu'un continent hypothétique. De plus, il voulait jeter un coup d'œil à la terre de Davis, qui aurait été aperçue dans le passé par Edward Davis, le pirate, et non Edward Davis, le saxophoniste. Jacob n'y est pas parvenu non plus, bien que personne n'ait jamais vu cette île, à l'exception du pirate Davis lui-même. Il n'a peut-être pas réussi à découvrir les terres qu'il voulait, mais il a découvert l'île de Pâques à la place. Cette île est un territoire particulier du Chili, situé dans le sud-est de l'océan Pacifique. Elle figure sur cette liste parce que près de 1000 statues de pierre, appelées moai, ont été découvertes sur place. Elles ont été créées par le peuple Rapa Nui. Presque toutes ces statues représentent des têtes gigantesques, mais on trouve aussi un petit nombre de figures agenouillées avec les mains sur le ventre. Chaque statue représente des chefs ou d'autres membres importants de la société de l'île de Pâques. Pour sculpter ces statues, les habitants ont utilisé des pierres volcaniques qui avaient été ramollies. Le prochain arrêt est la porte de l'enfer. Oh, ne t'inquiète pas, c'est juste la façon dont les gens ont baptisé le cratère gazier de Darvaza au Turkménistan. Ce cratère géant de gaz naturel est là depuis 5 décennies. Et il brûle des gaz en permanence. Le président du pays souhaiterait par ailleurs que des experts trouvent un moyen d'éteindre cette fosse de feu permanent. Ce site a été accidentellement créé par des ouvriers en 1971, alors qu'ils travaillaient sur un projet de gaz naturel. Depuis, les flammes n'ont pas cessé et c'est devenu une attraction touristique. Des constructions mystérieuses sont parfois aussi bâties à notre époque. Nous n'avons pas besoin de remonter à des millions d'années, vers des civilisations disparues depuis longtemps. Edward Lidskalin a construit à lui seul une structure appelée le Château de Corail, à Homestead, en Floride. Il n'a pas utilisé de grandes machines. Il a taillé et sculpté près de 1100 tonnes de roches coralliennes en 28 ans, jusqu'en 1951. C'est un véritable mystère de comprendre comment il a réussi à accomplir cela tout seul. Lidskalin a sculpté la roche sédimentaire en différents objets, tels que des murs, des tables, des chaises, une fontaine et un cadran solaire. Il y a bien sûr une légende derrière ce mystère. Il a été inspiré à construire cette structure après avoir été abandonné par sa fiancée le jour de leur mariage. Oh, planté à l'hôtel. Il aurait voulu lui prouver son amour à elle et au monde entier. Il lui fallait donc produire quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il a clairement réussi. Parlons un peu du mystère des cercles de fées en Namibie. Il existe des millions de taches circulaires sur des centaines de kilomètres, dont le diamètre varie de 3 à 20 mètres.
On les appelle les cercles de fées parce qu'ils ont l'air d'avoir été créés par des fées ou par une créature d'un autre monde. Il s'agit essentiellement de terre de forme ovale entourée d'herbes. Il existe de nombreuses croyances locales qui entourent la création de ces marques. Pourtant, la science dit tout autre chose. Depuis des décennies, les biologistes et les mathématiciens sont perplexes quant au mystère des cercles de fées namibiens. Il existe plus d'une théorie pour expliquer ce phénomène. Voici une théorie populaire. Comme l'eau est limitée dans le désert, les plantes se font concurrence pour accéder à celle-ci. Certaines plantes s'étendent et prospèrent dans une parcelle. Mais les plantes plus petites, situées à proximité, ne peuvent pas obtenir l'eau nécessaire pour survivre. Au final, une partie de la végétation disparaît. Et les autres restent en bordure de la parcelle. C'est pourquoi elles forment des écarts si réguliers. Et si je te disais qu'il existe une colline dans la ville de Leh, en Inde, où au lieu de rouler vers le bas, les choses montent? Il s'agit d'une illusion d'optique. La route semble gravir une colline à cause des paysages alentours. Pourtant, la route descend en réalité. Ce genre de phénomènes sont appelés côtes ou collines magnétiques. Les explications scientifiques varient. La théorie la plus courante affirme que la colline possède une force magnétique si forte qu'elle peut attirer les voitures qui se trouvent dans les environs. Que dirais-tu de voir des rochers enflammés? Yanartas s'étend sur une superficie de plus de 3 km². L'endroit est situé sur une montagne rocheuse dans le sud-ouest de la Turquie, près de la ville de Sirali. Yanartas doit son nom à son apparence. Il signifie littéralement « pierre flamboyante ». Les roches brûlent depuis au moins 2500 ans. Et elles continueront probablement à brûler pendant les prochaines décennies. La montagne où se trouvent les roches est un volcan inactif. Elle est donc parsemée de minuscules fumerolles qui libèrent des gaz comme le méthane. Ce gaz s'enflamme lorsqu'il entre en contact avec l'oxygène et crée cet effet flamboyant. Ah, et d'ailleurs, à l'époque, les marins utilisaient ces flammes comme un phare naturel, car elles sont très proches de la côte. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une attraction touristique. Les randonneurs l'adorent aussi. Maintenant, marche sur le lac Abraham gelé, au Canada. En hiver, l'eau gelée se remplit de bulles de glace. Cela semble magique, mais ces orbes blancs ne sont pas si sûrs. Ils sont composés de gaz méthane inflammable. La beauté peut être trompeuse. L'image suivante provient de Racetrack Playa, dans la vallée de la mort, aux États-Unis. Il s'y trouve un lac asséché où les rochers se meuvent. Ces roches étranges semblent avoir été poussées ou traînées par quelqu'un ou quelque chose. Elles laissent à la fois une trace et un mystère derrière elles. Mais on comprend aujourd'hui la force qui se cache derrière tout ça. Surprise, c'est le vent. Et un peu de glace. Les scientifiques affirment que le vent pousse les roches pendant les brèves périodes où le sol est couvert de glace. Je ne peux m'empêcher de remarquer que beaucoup de choses mystérieuses sur la Terre impliquent des pierres et des rochers. Ou du méthane. Et toi, lequel de ces phénomènes est ton préféré? Les rives du lac Supérieur, dans le Michigan, abritent des roches yupperlites lumineuses, un phénomène naturel de roches syénites riches en minéraux sodalites fluorescents. Ces roches brillent sous la lumière ultraviolette, offrant de magnifiques motifs à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsqu'on a trouvé ces roches pour la première fois, on n'a pas pu les identifier comme un type de roche existant. Bien qu'elles aient été trouvées principalement dans le lac Supérieur, leur origine les fait remonter à des millions d'années. Elles se sont formées à partir de zones épaisses de la croûte continentale du Canada. Elles ont ensuite lentement suivi les calottes glaciaires continentales avec les glaciers il y a quelques milliers d'années. Les phénomènes naturels se présentent sous de nombreuses formes, et l'humanité n'a plus qu'à admirer leur mystérieuse beauté. On a longtemps cru que de l'or caché se trouvait à la fin des arcs-en-ciel. C'est un vieux conte qui remonte à l'époque où les Vikings enterraient leur or en Irlande. Les philosophes et les érudits avaient déjà compris comment les arcs-en-ciel se formaient avant cette époque. Les arcs-en-ciel sont une illusion d'optique, le résultat de la réfraction et de la réflexion. Cette combinaison se produit quand la lumière blanche est diffusée à travers les gouttelettes d'eau sous de multiples angles et qu'elle se disperse en un prisme continu de couleurs. Tous les arcs-en-ciel dont tu es témoin sont doubles, même si la deuxième bande n'est pas toujours visible, car une plus grande quantité de lumière blanche s'échappe en étant plus dispersée. La lumière s'échappe vers le haut, contrairement à celle de l'arc primaire qui va vers le bas. Dans certaines cultures, on croit que les aurores boréales ont été créées par un grand renard de feu traversant les cieux. D'autres pensent qu'elles ont été créées par les panaches de grandes baleines. Dans de nombreuses cultures nordiques, on était persuadé que c'était un signe de nouvelles positives.
La façon dont elles se produisent est toujours intrigante, mais d'une manière plus scientifique plutôt que mythique. Les grandes tempêtes solaires causées par le Soleil, situées à près de 150 millions de kilomètres, envoient des vagues de particules solaires chargées dans l'espace dans toutes les directions. Lorsque la Terre croise le chemin de l'une de ces ondes, le champ magnétique et l'atmosphère réagissent. Lorsque les particules chargées du Soleil frappent les atomes de l'atmosphère terrestre, les électrons passent à un état d'énergie plus élevé. Puis, lorsqu'ils retombent à une forme d'énergie inférieure, créant ainsi les aurores sur les pôles nord et sud. Les volcans sont une manifestation fascinante de la nature. Ils se forment lorsque de la roche fondue chaude, des cendres et des gaz s'échappent d'une ouverture à la surface de la Terre. La roche fondue et les cendres se solidifient en refroidissant, créant le bec du volcan qui entre en éruption et pousse davantage de cendres dans le ciel. Le phénomène naturel d'un volcan combiné à la foudre est un tout autre spectacle. Lorsqu'un volcan émet des nuages de cendres denses près du sol, les particules se frottent les unes aux autres, créant de l'électricité statique, ce qui entraîne des éclairs au-dessus du volcan. Lorsque les nuages de cendres s'élèvent vers la stratosphère, les particules de glace qui se heurtent peuvent créer de grands éclairs. Cette combinaison est similaire à la façon dont un nuage d'orage produit des éclairs. Les orages se forment généralement en fin d'après-midi, lorsque le soleil a suffisamment chauffé la Terre et l'atmosphère pour créer l'environnement adéquat. L'air chaud et humide s'élève dans l'air froid, provoquant de la condensation et envoyant des gouttes d'eau refroidies dans l'atmosphère, où elles se réchauffent et s'élèvent à nouveau. Un orage supercellulaire est susceptible de se transformer en tornade. Cela se produit lorsque l'air chaud s'élève à travers l'air plus froid, provoquant un courant ascendant. Il tourne avec des vents rapides, soufflant dans différentes directions. Au fur et à mesure que l'air chaud est aspiré et que la rotation augmente, l'air froid du courant jet, accompagné de vents forts dans l'atmosphère, fournit de l'énergie supplémentaire pour alimenter le courant. L'air humide forme un nuage en entonnoir qui grandit, descend vers le sol et donne naissance à une tornade. Les États-Unis ont le plus grand nombre de tornades au monde, à raison d'environ 1200 par an. Elles sont aussi parmi les plus destructrices et leur taille est bien plus importante qu'ailleurs. Elles sont particulièrement violentes dans ce que l'on appelle la Tornado Alley, avec l'air sec de moyenne altitude venant des Rocheuses et l'air froid venant de la moitié nord du continent. La civilisation déchue de l'Atlantide a été un mythe populaire romancé par la science-fiction et d'autres croyances. De nombreux lieux ont été suggérés quant à son véritable emplacement. L'un de ces nombreux lieux supposés a été l'œil bleu du Sahara ou la structure de Richa. Bien qu'il s'agisse d'une hypothèse intéressante, cette formation géologique s'est constituée au cours de millions d'années. L'activité volcanique a initialement soulevé tout le paysage autour de l'œil et, au fil du temps, la structure s'est érodée et effondrée sur elle-même. Finalement, cela a formé des couches de roches, comme celle d'un oignon, et le grand œil que l'on peut voir depuis le ciel. Mais à part la beauté du site, il n'y a aucune preuve solide pour affirmer que les Atlantes y ont réellement résidé. Il existe plusieurs endroits dans le monde avec des lacs roses. Cette couleur unique est le résultat d'une certaine quantité de lumière solaire et de chaleur dans une masse d'eau à forte teneur en sel. Seuls des microbes spécifiques peuvent résister à des conditions aussi extrêmes. Ils produisent et recueillent des caroténoïdes, qui sont une classe de produits chimiques végétaux que l'on trouve dans les cellules des plantes pour aider à absorber la lumière du soleil. Comme les microbes aident à créer les algues roses, les crevettes saumonées qui se nourrissent de ces algues deviennent également roses, tout comme les plumes des flamants roses qui se nourrissent des crevettes et des algues. Pendant des décennies, le mystère des pierres mouvantes dans le désert a laissé les gens perplexes. Certaines pierres, aussi lourdes qu'un humain, se déplaçaient d'une façon ou d'une autre sur le sable, laissant une longue trace derrière elles. Pourtant, lorsqu'on les observait, les pierres étaient totalement immobiles. Seule une technologie avancée utilisée pour surveiller leurs mouvements a permis de découvrir qu'il ne s'agissait pas d'une farce et que les pierres n'avaient pas leur propre esprit. On a ainsi découvert que, pendant l'hiver, la fonte des plaques de glace permettait aux pierres de se déplacer dans toutes les directions avec l'aide de vents légers. Les pierres peuvent se déplacer jusqu'à 5 mètres par minute. Une fois par an, le crabe de l'île Christmas participe à un phénomène étonnant. Sa période de migration est déterminée par la phase de la Lune et les premières pluies, entre octobre et février, bien que la date précise ne puisse pas être prédite. Une fois que les crabes sont prêts, ils quittent leur habitat dans la forêt et migrent en hordes massives vers la mer. On observe alors une mer de crabes rouges qui se compte par millions, alors qu'ils traversent l'île, créant des barrages et se frayant un chemin vers l'océan.
Là, ils pondent leurs œufs puis reprennent leur chemin, retournant dans la forêt jusqu'à l'année suivante. Les cercles de culture sont un mythe populaire sur Terre, mais sous l'eau, ils se produisent naturellement sans l'intention d'essayer de tromper les gens. Les poissons-globes mâles passent 7 à 9 jours à réaliser laborieusement des motifs complexes dans le sable fin, en espérant qu'une femelle s'approche et apprécie leur œuvre d'art. Malheureusement, ces motifs sophistiqués ne sont pas conservés une fois l'objectif atteint. Ils s'effacent rapidement après avoir été réalisés, ce qui fait qu'il est rare que les humains les découvrent. On peut imaginer la réaction du premier plongeur lorsqu'il est tombé sur ces motifs étranges. Les déserts ne sont pas les endroits les plus propices à la croissance de fleurs, mais ils ont en commun une rose particulière qui pousse dans chacun d'entre eux, partout dans le monde. La rose des Sables ne pousse pas biologiquement, mais est formée de grappes de cristaux à base de gypse ou de baryte. Ces cristaux forment une série circulaire de plaques plates qui donnent à la roche une forme similaire à un pétale de rose. La texture et les tailles peuvent varier selon le désert d'où ils proviennent et le type de sable qui se trouve dans l'environnement. La bioluminescence, qui est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant, est un phénomène que partagent de nombreuses espèces sur Terre. Les algues créent une lueur éthérée dans l'océan pendant la nuit. Ces minuscules organismes marins brillent avec le mouvement régulier des vagues, ce qui est communément observé sur certaines plages. La lumière est activée par le mouvement. En groupe massif, ils apparaissent comme des étoiles, scintillant par millions. Les animaux qui ont la capacité de s'illuminer l'utilisent de différentes manières dans leurs environnements uniques. Les méduses, qui flottent sinistrement dans les profondeurs, émettent une lueur pour avertir les prédateurs potentiels. Les minuscules bactéries visibles uniquement au microscope utilisent leur lumière comme une forme de communication. Les poissons des profondeurs, comme la baudroie, utilisent une lumière au bout de leur tête comme appât pour imiter les poissons plus petits et les attirer vers eux. Les lucioles brillent la nuit pour attirer des partenaires potentiels, et les coléoptères et lathéridés émettent une lumière orange lorsqu'ils sont dérangés, l'utilisant comme un mécanisme de défense. Regarde cette impressionnante charrue qu'un utilisateur de Reddit a trouvée au milieu d'une forêt. Ils ont dit qu'elle mesurait environ 4 mètres de haut pour 9 mètres de long. Elle était très probablement utilisée pour creuser des fossés dans ce sol marécageux. Cet utilisateur a trouvé un Wall-E tout mignon, fabriqué à partir de vieilles pièces de voiture et de ferraille, juste devant l'atelier de son garagiste. Penses-tu que le pauvre robot soit venu ici tout seul parce qu'il avait besoin d'être réparé ? Est-ce que cette pierre se cache dans une autre pierre ? Quelqu'un a trouvé ce couple inhabituel sur une plage. Est-ce de là que viennent les bébés cailloux ? Eh bien, scientifiquement parlant, le processus qui a créé ces roches se nomme la concrétion, ou en d'autres termes, la minéralisation d'une substance à l'intérieur d'une roche creuse de nature différente. Maintenant, que penses-tu de cette incroyable découverte ? L'hiver arrive et ce sauna fonctionnel pour une personne pourrait bien s'avérer utile. Pour environ 100 €, il semble tout à fait abordable. Cet utilisateur de Reddit ne s'attendait pas à trouver ça quand il a ouvert sa boîte de Pringles. Cette chips n'est définitivement pas comme les autres. Regarde comme elle est épaisse et bosselée. Ça, c'est une chips qui a du style. Regarde plutôt ce superbe barbier pour souris à Malmö en Suède. Cet établissement semble tout à fait florissant. Il doit être très populaire parmi les rongeurs locaux. Un autre utilisateur de Reddit a trouvé un crâne de puma alors qu'il travaillait sur un projet de recherche en se promenant dans les bois. Il a laissé le crâne là où il l'a trouvé car il n'était pas certain d'avoir le droit d'emporter une telle trouvaille. Plus tard, il a appris que de tels crânes étaient extrêmement rares et qu'il était également tout à fait permis d'en garder un. Oups! Et cette personne a trouvé un vieux gobelet McDonald's pendant la rénovation de sa cuisine. Il était encastré dans le mur, et à en juger par son apparence, il est plutôt ancien, et remonte probablement à 1988. Imagine que tu arrives dans un magasin de vêtements, tu te promènes dans les allées, tu examines les différents articles, quand... Ah! Cette créature, ce mannequin, te regarde de haut avec sa tête de fleur grande ouverte. Flippant! Et voici plusieurs moments où la nature l'emporte sur la civilisation. Regarde ce vieux cadenas, une plante a ancré ses racines à l'intérieur du mécanisme rouillé. Ou regarde ceci, la nature s'est emparée d'une minuscule bouteille de verre pour la transformer en un authentique terrarium. C'est pas trop cool ça ?
Un utilisateur de Reddit chanceux a trouvé une pomme de terre entière dans un sac de frites gaufrées. C'est censé être un kit de bricolage? Y avait-il une note à l'intérieur qui disait « Un certain démontage peut être exigé » Eh bien, les gens qui travaillent dans des usines de transformation de pommes de terre confirment que cela peut arriver lorsque les lames se coincent, ce qui crée un embouteillage de patates. Il faut alors retirer les lames. Le résultat, c'est que des pommes de terre entières peuvent se faufiler dans le tuyau, passer dans le reste de la ligne et finir dans ton sac. As-tu déjà trouvé des œufs de lézard à côté de ta prise murale? C'est le cas de cet utilisateur de Reddit. Penses-tu qu'il pourrait se retrouver avec une famille entière de petits lézards sur les bras? Ce doit être l'une des découvertes les plus incroyables de tous les temps. Un utilisateur de Reddit s'est rendu compte que quelqu'un s'amusait à poser des yeux au hasard dans la rue sur des oranges. Je dois bien admettre que si je voyais ça, je n'aurais pas perdu ma journée. Si tu t'es déjà demandé où vivait Winnie l'ourson, voici la réponse. Apparemment, il habite derrière cette porte rouge, au beau milieu d'une forêt dense et feuillue. As-tu déjà vu une calculatrice aussi ancienne? Quelqu'un en a trouvé une dans le grenier de son arrière-grand-mère. Elle est même accompagnée d'un mode d'emploi pour s'en servir. C'est probablement à cela que les gens du futur compareront nos smartphones dernier cri. Les gens qui travaillent dans le recyclage peuvent trouver des tas de choses intéressantes, comme ce journal intime intégralement rempli datant de 1941. Je dois admettre qu'il a l'air plutôt ancien. Il semble qu'il décrive la vie quotidienne de son auteur. Aimerais-tu être le petit vénard qui trouve un bloc de quartz aussi énorme? Il a été découvert en Arkansas et on dit qu'il vaut près de 4 millions de dollars. Ce morceau de quartz, de 2,50 m de long, a été trouvé dans la mine Ron Coleman à Jesseville, à environ une demi-heure au nord de Hot Springs. Il aura fallu 4 jours aux ouvriers pour extraire ce minerai gigantesque. Regarde cette magnifique boule de verre qui a été trouvée sur une plage à Hawaï. Un couple se promenait sur le rivage lorsqu'il est tombé sur ce petit écosystème marin. Selon certains, il s'agirait d'un authentique flotteur de pêche en verre. Si c'est le cas, les gens qui ont trouvé cette boule ont beaucoup de chance. De tels flotteurs sont difficiles à trouver car ils ne sont plus du tout produits. Un type a trouvé un coquillage rempli d'œufs de calamar. Et les bébés calamars ne sont-ils pas tout simplement adorables? Soyons francs, ce truc a l'air vraiment terrifiant. Quelqu'un a trouvé cet engin bizarroïde sous le plancher d'une maison construite dans les années 1800. Malgré son aspect épouvantable, ce n'est rien d'autre qu'un truc pour ouvrir les œufs durs. Ce pauvre téléphone portable a été retrouvé encastré dans le bitume sur le parking d'une animalerie. Je parie que sa batterie est encore presque pleine. Et tu pourrais probablement passer un coup de fil si tu réussissais d'abord à l'extraire. La trouvaille suivante est absolument incroyable. Il s'agit d'un billet de banque vieux de 94 ans trouvé sur le sol. Les gens sur Internet affirment qu'il ne s'agit pas d'un simple billet d'$1, mais d'un certificat d'argent qui a beaucoup plus de valeur. C'était autrefois un moyen de paiement à cours légal sous forme de papier-monnaie. La personne qui a trouvé ce trésor ferait mieux d'essayer de le préserver, même s'il a clairement vu de meilleurs jours. Il se pourrait bien que ce soit la plus grande perle naturelle de palourde au monde. Elle pèse un poids ahurissant de 34 kg. La perle elle-même fait 30 cm de large et plus de 60 cm de long. Le pêcheur des Philippines qui l'a trouvée l'a conservée pendant 10 ans sans connaître sa véritable valeur. Pour lui, c'était juste un porte-bonheur. Et que penses-tu de ceci? Tu es en train de creuser la terre dans ton jardin et soudain, tu tombes sur un dinosaure. C'est en fait une histoire réelle, mais ce dinosaure, coincé dans de vieilles briques, est un petit objet de la taille d'un jouet. Oh, attends, c'est un jouet, et il ressemble étrangement au Rex de Toy Story. Et cette personne est doublement chanceuse. Elle a cassé une pierre et a trouvé à l'intérieur non pas un, mais 2 types de fossiles différents. Une épée viking étonnamment bien conservée de 1100 ans a été découverte sur une montagne en Norvège. Cette épée dépassait d'un rocher à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les scientifiques pensent que l'épée a probablement été préservée par le froid et cette haute altitude. Cette personne a aussi eu son jour de chance. Elle a acheté une huître dans un marché aux poissons et a trouvé une authentique perle à l'intérieur. Que ferais-tu si cela t'arrivait? Partage tes idées dans les commentaires ci-dessous. Regarde cette vieille bouteille tout droit sortie du passé. Quand elle a été trouvée, il y avait un message à l'intérieur écrit en 1924.
Il demandait à son découvreur d'envoyer une carte postale à une certaine adresse à Londres. J'imagine que si la personne qui a découvert cette bouteille a effectivement envoyé une telle carte, son destinataire a dû être très surpris. À quoi ressemble ce caillou? À mon avis, c'est juste un petit fantôme perdu qui n'arrive pas à retrouver ses parents. Par ailleurs, ces pierres percées de trous sont appelées des pierres de sorcières. Certaines personnes croyaient autrefois que ces pierres avaient des propriétés magiques. Eh bien, je ne sais pas trop quoi dire. J'imagine qu'elle est à moi maintenant. Enfin, jusqu'à ce que je la perde ou un truc du genre. Cette trouvaille donne un tout nouveau sens à l'expression « avoir un cœur de pierre », n'est-ce pas? Un usager de Reddit est tombé sur ce spectacle. On est quand même en droit de se demander ce que ces deux renards fichent sur le toit. Et surtout, comment ils sont arrivés là-haut. Tu vois ce cabinet d'analyse médicale? Maintenant, regarde en l'air. Plus haut, plus haut. Et voilà, un docteur se cache par ici. C'est cool, n'est-ce pas? Nous sommes en hiver 1980. Nous nous trouvons dans la petite ville de Langby. Jean Hilliard, 19 ans, rentre chez elle en voiture après avoir rencontré un ami. Elle prend un raccourci et s'engage sur une route glissante et verglacée. Dans l'obscurité, elle perd le contrôle de sa voiture à traction arrière. Le véhicule s'écrase dans un fossé. Clignotant d'urgence, chute de neige, nuit et gel intense. Jean sort du véhicule. Elle ne porte qu'un léger manteau d'hiver, des moufles et des bottines. La température de l'air est beaucoup plus basse que dans un congélateur. Jean est sûre que son ami habite tout près, alors elle marche dans cette direction. Elle grimpe une haute colline et se rend compte qu'elle s'est trompée de route. Il semble qu'elle se soit perdue. La jeune fille erre sur quelques kilomètres de plus et remarque au loin la maison de son autre ami. Frigorifiée, elle s'y dirige. Puis, tout devient noir. Jean perd connaissance. Le lendemain matin, un éleveur du nom de Wally Nelson se réveille de bonne humeur. C'est la saison des fêtes. Dehors, la nature ressemble à un conte de fées hivernal. Il sort de chez lui et remarque le corps de Jean Hilliard gisant à quelques mètres de son porche. Wally s'approche de la jeune fille, la secoue et est horrifié. Son corps est raide et froid comme du bois gelé. Ses yeux sont ouverts et ne bougent pas. Ses cheveux sont congelés. Elle n'a pas l'air vivante. Mais Wally voit qu'elle respire encore. Jean a réussi à survivre. Wally veut la mettre dans sa voiture pour l'emmener chez le médecin. Mais le corps de la fille ne se courbe pas et ne peut pas entrer dans la voiture. Il a l'impression de porter une statue. Il prend une voiture plus grande et se précipite à l'hôpital le plus vite possible. Les médecins prennent Jean en charge, mais ils pensent qu'elle n'a aucune chance de s'en sortir. Sa main est si gelée et si dure qu'aucune aiguille ne peut la pénétrer. Une température basse, des yeux vitreux et des muscles rigides comme la pierre sont les effets de ce mode d'urgence. Son corps a dirigé tout le sang vers les organes vitaux pour assurer leur fonctionnement. C'est pourquoi d'autres parties de son corps semblent sans vie et sa peau et ses muscles ne réagissent à rien. Les médecins décident de mettre des coussins chauffants sur la jeune fille pour la réchauffer. La famille espère qu'elle se rétablira. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. Les engelures sont très dangereuses, car tous ces fluides gelés commencent à se dilater. Remplissez une petite bouteille d'eau et mettez-la dans un congélateur pendant quelques heures. Sortez-la ensuite et vous verrez que la bouteille semble s'être dilatée, voire s'être fissurée, en raison de l'augmentation du volume de liquide. La même chose se produit à l'intérieur de notre corps. Nous sommes constitués de près de 70% d'eau. Lorsqu'elle gèle, ces particules se transforment en cristaux de glace et déchirent les membranes cellulaires. Les fragments de glace peuvent s'étirer et détruire les tissus. C'est ce qu'on appelle des gelures. En outre, notre corps peut ralentir tous ces processus internes dans des conditions de froid extrême, afin d'économiser ses forces et son énergie. Le cœur produit moins de battements et les poumons cessent de consommer autant d'oxygène. Le métabolisme ralentit. C'est ce qui est arrivé à Jean, et c'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie ce jour-là. Elle est restée allongée dans la neige par grand froid pendant environ 6 heures.
Mais pourquoi les particules de glace n'ont-elles pas commencé à détruire ses membranes cellulaires? Comment son corps a-t-il résisté à de tels dommages et réussi à survivre? De retour à l'hôpital, les médecins sont heureux de voir Jean se rétablir. Le sang chaud se répand dans les vaisseaux gelés et ramène son corps à la vie. Étonnamment, les cristaux de glace n'ont pas endommagé ses muscles ni sa peau. Quelques heures plus tard, la jeune fille reprend conscience. À midi, elle commence à parler. Jean ne sait pas ce qui s'est passé. Elle se rappelle avoir marché jusqu'à la maison de son amie, puis s'être réveillée à l'hôpital. Ce qui l'inquiète le plus en ce moment, c'est que la voiture de son père gît quelque part dans un fossé. Il s'avère que la jeune fille est tombée et a rampé à 4 pattes jusqu'à la maison de Wally Nelson. Elle ne s'en souvient pas, mais apparemment, son cerveau a activé l'instinct de survie cette nuit-là. Malheureusement, elle n'a pas réussi à ramper sur les derniers mètres. Jean s'est évanouie devant la porte et est restée là pendant 6 heures. Les médecins examinent la jeune fille et constatent qu'elle est en parfaite santé. Elle sort bientôt de l'hôpital. Ce cas n'est pourtant pas unique. Un professeur en médecine d'urgence, David Plummer, a déclaré qu'il avait vu environ 12 cas similaires au cours des 10 dernières années, où des patients avaient survécu à de graves gelures. Jean rentre chez elle et découvre qu'elle est devenue célèbre. Les gens écrivent sur elle dans les journaux, veulent l'interviewer et même produire des documentaires. Son cas a attiré l'attention de nombreux médecins dans le monde entier. Mais personne n'a été en mesure de découvrir exactement comment elle a réussi à survivre. Dans le cas des êtres humains, de telles guérisons semblent absolument miraculeuses. Mais de nombreuses créatures du monde naturel peuvent adapter leur corps à des conditions extrêmes. L'une d'entre elles est la grenouille arboricole. Ces créatures vivent principalement dans les régions tempérées et tropicales d'Eurasie. Elles doivent parfois faire face au froid. Leur corps injecte donc du glucose dans leur circulation sanguine lorsqu'elles se sentent gelées. Et le contenu de leurs cellules se transforme en sirop. Le sucre abaisse le point de congélation de l'eau. Ainsi, les grenouilles arboricoles se sont adaptées à de telles conditions. L'eau à l'extérieur de leurs cellules peut toutefois geler. Leur corps peut même devenir aussi dur que de la glace, mais elles resteront bel et bien en vie. Puis, lorsqu'il fait plus chaud, elles récupèrent complètement. Le sang remplit leur corps et met tous leurs muscles en mouvement. Mais l'un des animaux les plus étonnants qui soit capable de résister à des températures glaciales est le poisson des glaces. Il est transparent et ressemble un peu à une méduse. Il nage dans les eaux sombres et froides de l'Antarctique. Le poisson des glaces s'y sent bien, grâce à l'antigel contenu dans son sang. Plus précisément, il s'agit d'une substance unique qui possède les mêmes fonctions que l'antigel. Ce liquide ne permet pas aux cellules, aux organes et à l'ensemble du corps de l'animal de geler. Il n'y a pas de globules rouges dans le sang du poisson qui transporte l'oxygène dans tout son corps. C'est le seul vertébré à posséder un tel pouvoir. Il existe sur notre planète des organismes qui utilisent le froid pour prolonger leur vie. Des scientifiques en ont trouvé dans les glaces de Sibérie. Il s'agit de créatures multicellulaires microscopiques, comme de petits vers, qui pourraient normalement survivre dans un congélateur pendant environ 10 ans. Mais ces vers de Sibérie avaient environ 24 000 ans. Les scientifiques les ont transportés au laboratoire et les ont décongelés. Et les vers sont revenus à la vie et ont commencé à se multiplier immédiatement après tous ces siècles de sommeil. Leur corps peut entrer en cryptobiose. C'est le cas lorsqu'un organisme entièrement congelé conserve des fonctions vitales minimales. L'analyse a montré que les vers pouvaient rester dans ce mode pendant des dizaines de milliers d'années. Et il y a beaucoup de ces créatures sur notre planète. De plus, celles-ci figurent parmi les plus résistantes aux radiations qui soient. Elles sont pratiquement invulnérables. Mais revenons à notre histoire. Il est possible que le corps de Jean Hilliard soit entré dans un bref état de cryptobiose. Peut-être qu'il se trouvait un liquide résistant au gel dans le sang de la jeune fille. Mais personne n'en est sûr. Aujourd'hui, elle mène une vie ordinaire et ne se souvient presque pas de l'incident. Des recherches plus approfondies sur ce sujet peuvent aider les scientifiques à créer des médicaments spéciaux qui pourraient aider en cas de température glaciale. Imaginez que vous puissiez sortir en toute sécurité en hiver, simplement vêtu d'un t-shirt et d'un short. De la vapeur se dégagerait de votre corps et la glace sous vos pieds fondrait. Vous auriez chaud à l'intérieur.
Ce n'est peut-être qu'un beau rêve, mais de façon réaliste, les fabricants de manteaux d'hiver ne le permettraient jamais, bien entendu. On dit que rien n'est jamais perdu. Et c'est vrai. Découvrons des navires figés dans le temps. Le premier est vraiment fascinant. Voici l'épave d'Anticythère. C'est un navire de commerce grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est situé sur la côte est de l'île grecque d'Anticythère, au point de convergence des mers Égée et Méditerranée. Environ 2000 ans plus tard, en 1900, un groupe de plongeurs grecs à la recherche d'éponges a découvert l'épave. Ils se rendaient en Tunisie, mais ont été obligés de se mettre à l'abri d'une tempête sur une île voisine. Comme ils ne pouvaient aller nulle part à cause de la tempête, ils ont décidé de chercher des éponges jusqu'à ce que le temps se calme. L'un des plongeurs a découvert l'épave du bateau à une profondeur d'environ 40 mètres. La chasse aux éponges s'est donc transformée en chasse au trésor. Le capitaine du bateau des plongeurs a informé les autorités grecques de leur trouvaille et 2 autres navires ont été envoyés vers l'épave. L'opération de récupération a été couronnée de succès et les artefacts se trouvent désormais au Musée national archéologique d'Athènes. Ils comprennent 3 chevaux en marbre, grandeur nature, des bijoux, des pièces de monnaie et des centaines d'œuvres d'art, dont une statue colossale d'Héraclès de 2 mètres de haut. Parmi ces trésors, l'éphèbe d'Anticythère, une statue en bronze d'un jeune homme, a attiré davantage l'attention que les autres. Car l'éphèbe ne correspond à aucun modèle iconographique familier et il n'existe aucune copie connue de son type. Il tient un objet sphérique dans sa main. Les experts ont émis différentes hypothèses sur l'identité de ce personnage, mais elles ne font pas encore l'objet d'un consensus. Plus de 70 ans plus tard, Jacques-Yves Cousteau et son équipe se sont rendus dans la région et ont récupéré des centaines d'autres artefacts, ainsi que les restes de 4 personnes. Fait intéressant, ils ont aussi découvert un ensemble complexe d'engrenages imbriqués capables de prédire le mouvement du Soleil, de la Lune et de plusieurs planètes. Le mécanisme peut aussi indiquer les heures des éclipses solaires et lunaires des années à l'avance. Cette machine d'Anticythère est donc une espèce de calendrier informatique précoce. Il s'en servait pour planifier des événements importants comme les activités agricoles, les rituels religieux et les Jeux olympiques. Ces artefacts, trouvés dans l'épave d'Anticythère, font partie des découvertes les plus importantes de l'archéologie moderne. Rien que la machine elle-même a changé notre perception des limites de la technologie antique. Ce mécanisme repose sur une conception sophistiquée et a été fabriqué il y a plus de 1000 ans. Même après toutes ces découvertes étonnantes, les experts pensent que le site de l'épave demeure largement inexploré. C'est surtout à cause de son emplacement et de la configuration des fonds marins sur lesquels repose le navire. L'épave est trop profonde pour les plongeurs en scaphandre autonome, mais trop peu profonde pour utiliser un submersible. Une étude réalisée sur le fond marin en 2012 a révélé la présence d'une 2e épave, environ 245 mètres plus au sud. Il est clair que cette zone a beaucoup à offrir à l'humanité. Mais l'aurions-nous découverte si ces chasseurs d'éponges n'étaient pas allés l'explorer ? Les scientifiques ont trouvé une épave en Antarctique au fond de la mer de Weddell, 107 ans après son naufrage. Le nom du navire était l'Endurance. C'était le navire perdu de l'explorateur Sir Ernest Shackleton. Les scientifiques qui l'ont trouvé des décennies plus tard affirment qu'il faisait partie des plus grandes épaves perdues de tous les temps. C'est pourquoi ils ont filmé toute la découverte. La vidéo montre les restes de l'Endurance et prouve qu'il est encore dans un état remarquable. Il est resté à 3000 mètres de profondeur pendant plus d'1 siècle. Et pourtant, on dirait qu'il a coulé très récemment. L'histoire est la suivante. Le navire a été écrasé par la glace et a coulé en 1915. Shackleton et son équipage ont dû embarquer dans de petits canots de sauvetage. À partir de ce moment-là, la survie a commencé. Shackleton a réussi à mettre son équipage en sécurité. Puis, le navire a coulé. C'est une histoire assez épatante. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils accordé tant de valeur à ce navire ? Tout d'abord, l'expédition impériale transantarctique de Shackleton naviguait pour effectuer la première traversée terrestre de l'Antarctique. Oui, l'équipage s'est retrouvé piégé dans la glace, mais l'intention était louable. Deuxièmement, le défi même de trouver l'épave était de taille. La mer de Weddell est presque toujours recouverte d'une épaisse couche de glace, cette même glace qui a fait couler l'Endurance.
s'approcher du lieu présumé du naufrage est très difficile, sans parler de la possibilité de mener des recherches. Les experts ont prévu le moment où l'étendue de la glace de l'Antarctique serait la plus mince, grâce aux images satellites. Ils ont également choisi un moment où la météo était en leur faveur pour lancer une expédition. Le docteur John Shears a déclaré qu'ils ont réussi à mener à bien la recherche d'épave la plus difficile au monde en luttant contre une glace en constante évolution, les blizzards et des températures descendant à moins 18 degrés Celsius. Et c'était des conditions plutôt clémentes pour la région. Enfin, regarde comme ces poutres sont bien conservées. On peut même encore lire le nom du navire. L'archéologue marin Mensun Bunt affirme que c'est la plus belle épave de bateau en bois qu'il ait jamais découverte. Or, il a 50 ans de carrière, donc ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais comment se fait-il que le bois n'est pas pourri ? Le docteur Michel Taylor, biologiste polaire des profondeurs, affirme que le bois s'est peu détérioré car les créatures mangeuses de bois ne se trouvent pas dans cette région sans forêt de l'Antarctique. Les ouvriers d'une mine de charbon dans l'est de la Serbie ont découvert 3 épaves de navires qui se trouvaient là depuis au moins 1300 ans. La plus grande provient d'une flotte de l'ancien empire romain. Elle mesure environ 15 mètres de long et a un fond plat. On estime que le navire pouvait transporter un équipage de 30 à 35 personnes. En regardant sa coque, tu peux voir les marques de réparation. Cela nous donne un aperçu de ce qui se passait il y a plus de 1000 ans. Les 2 plus petits navires, quant à eux, correspondent aux descriptions de bateaux utilisés par les groupes slaves pour attaquer la frontière romaine. Ces 2-là ont été découverts sous la boue et l'argile dans le lit d'une ancienne rivière. Apparemment, à cette époque, il y avait une base romaine dans un endroit appelé Viminatium. Il est intéressant de noter que Viminatium était une capitale de province dont la population était estimée à 40 000 habitants au IVe siècle de notre ère. À titre de comparaison, elle était encore plus grande que Pompéi. La mine de charbon de Kostolac recèle bien des trésors. Les archéologues y avaient déjà trouvé des preuves d'une ancienne activité humaine et animale. Ainsi, en 2012, les experts ont trouvé les os d'au moins 5 mammouths laineux, lesquels se sont éteints il y a environ 10 000 ans. Des archéologues canadiens ont retrouvé un navire 150 ans après sa disparition dans les eaux de l'Arctique du Canada. Ce navire marchand s'appelle le HMS Investigator. Il a été acheté en 1848 pour rechercher le bateau de l'explorateur Sir John Franklin qui s'était perdu lors de l'expédition du passage du Nord-Ouest. Le HMS Investigator a donc quitté la Grande-Bretagne en 1850 pour cette opération de sauvetage. L'équipage de l'expédition, dont le capitaine était Robert McClure, a fait appareiller l'Investigator. Il a réalisé que ce qu'il cherchait se trouvait dans la dernière étape du passage du Nord-Ouest, la route maritime à travers l'Amérique du Nord. Mais avant qu'il ne puisse naviguer dans la mer de Beaufort, le navire de 122 tonnes s'est retrouvé à son tour coincé dans l'épaisse glace. L'équipage a passé l'hiver dans le détroit du Prince de Galles. L'été suivant, McClure a de nouveau essayé de naviguer jusqu'à la fin du passage. Mais la glace lui a de nouveau barré la route. Là aussi, l'équipage a été obligé de quitter le navire. Il a dirigé l'équipage vers la baie de Mercy. Ils ont dû y rester jusqu'en 1853, lorsque l'équipage du HMS Resolute les a enfin secourus. Les jours sombres sont des phénomènes naturels mystérieux qui ne se sont produits que quelques fois dans l'histoire de l'humanité. Nous pouvons les considérer comme des éclipses ou de simples phénomènes météorologiques. Mais en réalité, ils sont très effrayants et nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle ils se produisent. Alors, que sont ces jours sombres en bout de compte ? Qu'ont-ils de si étrange ? Essayons de le découvrir. Le soleil s'est éteint. Qu'allons-nous faire ? C'est ce que les habitants de Yamal, en Sibérie, ont demandé aux météorologues le 18 septembre 1938. Le matin, au lieu d'aller au travail, ils se sont tous réunis à la station météorologique. Ils attendaient des réponses. Tout cela parce que ce jour-ci, ils ont observé quelque chose d'inexplicable. Une éclipse qu'ils ont plus tard surnommée le jour noir. Et ni les astronomes ni les météorologues ne peuvent expliquer ce qui s'est passé à ce moment. Voici comment l'un d'entre eux a décrit cet événement. À 8h30, nous avons remarqué une diminution de la lumière. Au même moment, la couleur des nuages a commencé à prendre une teinte jaune-brun, voire même rouge-brun. À 9h du matin, la luminosité avait radicalement changé.
C'était comme regarder le monde à travers un filtre sombre. Les tons bruns des nuages se sont intensifiés. À 10h30, le ciel et la terre ne différaient pas l'un de l'autre en termes d'éclairage et de couleur. Tout semblait homogène, noir, absolument dépourvu de lumière. Plutôt effrayant, non? Et ce n'est pas tout. La ville a aussi été plongée dans un silence radio complet. Les météorologues n'ont même pas pu contacter les autorités et les résidents locaux ne parvenaient pas à capter la moindre station. Tout le monde était dans le noir, au sens propre comme au sens figuré. Les météorologues ont décidé d'essayer de lancer plusieurs fusées éclairantes. Les fusées se sont envolées dans les airs vers les lourds nuages sombres qui planaient au-dessus de la ville et ont disparu. Les nuages étaient si denses que les fusées éclairantes étaient complètement invisibles. D'un autre côté, le temps était tout à fait clément. Tout était calme. Et ce silence obscur a duré environ 1 heure. Après cela, la journée noire s'est achevée de façon aussi inattendue qu'elle avait commencé. Encore plus déconcertant, ces étranges nuages n'ont littéralement laissé aucune trace. Pas de pluie, pas de poussière, rien. Après cet événement, les chercheurs ont découvert que le jour noir s'était étendu sur 200 à 250 km à la ronde. Ils ont également appris que la bande sombre se déplaçait d'ouest en est. Après avoir traversé la partie sud de la péninsule de Yamal, elle a poursuivi sa route pendant un moment, puis a complètement disparu. Yamal n'est pas le seul endroit où ce phénomène se soit produit. En effet, des éclipses similaires se produisent dans différentes parties de la Terre depuis de nombreuses années. Comme en Nouvelle-Angleterre par exemple. Le 19 mai 1780, les gens là-bas ont été témoins d'un événement que l'on surnommerait plus tard le jour noir de la Nouvelle-Angleterre. Mais il a duré plusieurs jours et non un seul. Quelques jours avant cet événement, le ciel est devenu jaune. Et le 19 mai, en pleine journée, il est soudainement devenu noir. Voici ce que l'un des témoins, Joseph Plumb Martin, a déclaré plus tard à la presse. Il faisait très sombre. Les gens ont dû allumer des bougies dans leur maison pour vaquer à leurs occupations habituelles. La nuit était aussi inhabituellement sombre que le jour. Une odeur de suie régnait dans l'air. Les rivières voisines étaient recouvertes d'une fine couche de cendres. Lorsque la nuit elle-même est arrivée, les gens ont remarqué à travers les nuages que la lune était devenue rouge foncé. Seulement quelques jours plus tard, les gens ont enfin pu distinguer des étoiles à travers le voile de nuages. Puis, tout est soudainement revenu à la normale. Personne n'avait la moindre idée de ce qui s'était passé. 22 ans plus tard, le 2 juin 1802, une goélette du nom d'Eldorado a traversé l'océan Pacifique. Soudain, l'équipage s'est trouvé plongé dans une obscurité totale. Il n'y avait pas de tempête et l'océan était complètement calme. Mais le ciel entier était couvert de nuages noirs. Ces nuages se sont dissipés après une demi-heure et n'ont laissé aucune trace. Puis, de nouveau, 84 ans plus tard, l'une de ces vagues noires s'est produite dans le Wisconsin le 19 mars 1886. Il était 15 heures et cette fois, la vague a été très brève. Elle n'a duré que 5 à 10 minutes. Une nuit soudaine s'est abattue sur la ville. Les chevaux effrayés hennissaient et les gens terrifiés couraient partout, essayant de trouver un endroit où se cacher. Lorsque tout s'est calmé, les journaux locaux ont rapporté que la vague était passée d'ouest en est. Il n'y a pas eu d'éclipse solaire, ni de vent ou d'ouragan. Rien qui ait pu causer ces ténèbres sur la ville. Et finalement, une fois de plus, cela s'est produit le 2 décembre 1904, près de Memphis. Ou plutôt, c'est ce que la rumeur prétend, puisqu'il n'y a presque aucune preuve scientifique de cet événement. L'aube était claire et froide sur Bluff City. Les gens vaquaient à leurs tâches habituelles du vendredi matin. Puis, vers 9h, sans aucun signe précurseur, le soleil a soudainement disparu du ciel. Il n'a fallu qu'une minute pour que cette journée ensoleillée se transforme en obscurité totale. Les gens ont interrompu leur travail et les enfants dans les écoles étaient complètement terrifiés. Un manutentionnaire s'est accroché de toutes ses forces à un poteau télégraphique trop effrayé pour le lâcher. Tout le monde a commencé à allumer des lampes à pétrole. Et, comme dans les cas précédents, le temps était parfaitement calme. Cela a duré environ une demi-heure, puis c'est soudainement terminé. Un peu plus tard, faisant suite à cette éclipse mystérieuse, une violente tempête a frappé la ville. Alors, que se passe-t-il? Tous ces cas étranges peuvent sûrement être expliqués scientifiquement, non? Eh bien, à vrai dire, les scientifiques n'ont pas de réponse définitive. Tous ces événements semblent très similaires, mais nous n'avons pas d'explication unique qui pourrait les couvrir tous. Jetons un coup d'œil à quelques théories. La première idée qui vient à l'esprit, c'est probablement une éclipse partielle ou totale. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. Il n'y a eu aucune éclipse ces jours-ci.
Et même si nous considérons cette théorie, avant toute éclipse, le ciel s'assombrit progressivement. Les éclipses elles-mêmes ne durent que quelques minutes. Certainement pas quelques heures et encore moins quelques jours. De plus, contrairement aux éclipses, ces événements semblaient extrêmement localisés dans des villes spécifiques. Peut-être s'agit-il d'un autre événement astronomique ? Certains scientifiques ont cru que pendant l'événement de Yamal, une bande de poussière cosmique avait touché la Terre. Mais plus tard, ils ont déduit qu'aucun corps astronomique ne s'était approché de notre planète ce jour-là. D'autres idées ? Les feux de forêt pourraient en être la cause. Lorsqu'une grande surface de forêt brûle en même temps, une colonne d'air peut s'élever à des hauteurs impressionnantes, de 4000 à 6000 mètres. Ces flux d'air transportent les cendres et d'autres matériaux brûlés vers différents endroits. Et comme toutes ces choses se trouvent si haut dans le ciel, elles se figent tout simplement là et se transforment en quelque chose qui s'apparente à des nuages noirs. C'était probablement le cas pour la Nouvelle-Angleterre. À cette époque, une vague de feux de forêt s'était déclarée au Canada. Ils auraient facilement pu se propager au nord des États-Unis. Et puis, il suffit d'entendre cette description. Un ciel jauni, une odeur de suie, des cendres sur l'eau. Tout semble concorder. Mais cette théorie des incendies ne fonctionne que pour l'événement survenu en Nouvelle-Angleterre. Qu'en est-il des autres cas ? Où trouverais-tu un feu de forêt au milieu de l'océan Pacifique, par exemple ? Bon, passons à autre chose. Les scientifiques ont bien tenté d'expliquer l'histoire de Memphis en avançant qu'il pourrait s'agir d'un ouragan. Mais le nuage noir a balayé la ville avant la tempête. Pas pendant ni après. Et ce n'était pas un nuage d'orage typique. C'était une nuit noire à part entière. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Les météorologues appellent ce phénomène une diminution locale de la transparence atmosphérique. Contrairement aux éclipses solaires, cette obscurité est plus dense. Elle ne couvre également qu'une petite zone. La transparence de l'atmosphère et sa capacité à laisser passer le rayonnement de la lumière. En gros, cela résume à quel point puis-je voir les objets éloignés ? Tout peut devenir sombre et flou, par exemple à cause de la poussière dans l'air, des éruptions volcaniques, du brouillard, etc. Ainsi, selon cette théorie, les jours sombres ne sont qu'une baisse extrême de la transparence de l'atmosphère. Mais cela semble tout de même étrange. Si tel était le cas, tout n'aurait-il pas dû être recouvert d'un épais brouillard ou quelque chose du genre ? Certes, il faisait très sombre. Mais quand les gens ont allumé leurs lampes, la visibilité était plutôt bonne. Rien n'obscurcissait la vue, sauf ces nuages noirs qui couvraient le ciel. En d'autres termes, ce phénomène est très difficile à expliquer. Pour autant que nous le sachions, il ne s'est produit que 5 ou 6 fois dans l'histoire de l'humanité. S'il y a eu d'autres cas, ils n'ont pas été documentés. Ce phénomène est impossible à prévoir et personne ne sait comment il fonctionne, ni où et comment il se produira la prochaine fois. Et bien qu'il existe de nombreuses hypothèses, aucune d'entre elles ne peut être vérifiée. Peut-être que si ces événements se reproduisent à l'avenir, nous pourrons mieux les étudier. Mais malheureusement, pour l'instant, les jours sombres demeurent un mystère. As-tu des théories ou des idées à ce sujet ? Si oui, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Que dirais-tu d'aller visiter des lieux pleins de mystères ? Prêt ? C'est parti ! Notre première étape est le Pérou. Les fameuses lignes de Nazca, mystérieux vestiges de l'Amérique du Sud, sont des marques laissées dans le désert du même nom. Leur nom scientifique est géoglyphes et elles ont été créées entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. Comme le désert a un climat très stable, la plupart des lignes de Nazca sont restées intactes jusqu'à aujourd'hui. Le peuple Nazca les a façonnés en enlevant la couche supérieure des cailloux et en révélant le sol sous la terre. La couleur de la terre passe du brun rougeâtre au gris jaunâtre, ce qui fait que les lignes ont toujours l'air différentes. La plupart des géoglyphes sont constitués de lignes et de formes géométriques simples. Ces dernières années, les drones ont permis d'explorer de nouveaux motifs. Les dessins d'animaux et de plantes ont attiré l'attention des archéologues. Ils ont aussi trouvé des formes d'araignées, de singes, de chiens, de chats, ainsi que des figures humaines et florales. Les chercheurs ne savent pas vraiment à quoi servent ces dessins. Certains avancent que dans la culture Nazca, les gens attribuaient une signification particulière à ces motifs. Ils ont donc probablement créé ces formes pour que les divinités du ciel les voient. Notre prochaine étape est le trou bleu du Belize, ou Great Blue Hole, bien connu des touristes et plongeurs. Sais-tu que cet endroit est le plus grand trou marin du monde ? Cette grotte marine a été submergée il y a 10 000 ans, lorsque la dernière grande période glaciaire s'est achevée.
Aujourd'hui, il y a des milliers de stalactites et de stalagmites à explorer dans la région. N'oublie pas que seuls les plongeurs expérimentés sont autorisés à faire de nouvelles découvertes sur ce site. Il est tellement profond et complexe qu'un amateur pourrait s'y perdre. Cet endroit est devenu célèbre dans le monde entier à partir de 1971 lorsque le scientifique Christian Lascaux a visité le site. Nous sommes maintenant dans l'un des sites sous-marins les plus mystérieux et inexplorés de la planète. On ne va pas se lancer dans les légendes de navires disparus et de vaisseaux fantômes, mais le triangle du Dragon a une réputation effrayante parmi les marins et les pilotes. C'est un peu le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. L'emplacement exact du triangle du Dragon est controversé, car différents rapports indiquent des coordonnées différentes. D'après la version la plus populaire, le triangle est situé près de la côte japonaise. C'est l'un des villes vortex de la Terre. Ce sont des zones où l'attraction des ondes électromagnétiques de la planète est plus forte qu'à d'autres endroits. Des pêcheurs japonais ont disparu dans ces eaux et les avions et navires modernes subissent le même sort. Voici un fait un peu plus sympa pour te remonter un peu le moral. En 2013, le nouveau jeu vidéo Tomb Raider est sorti et il se déroule sur une île appelée Yamatai. Cette région était connue pour ses tempêtes hostiles et ses navires disparus. Or, cette île, selon le jeu, se trouve au sud du Japon. Passons à un autre endroit à la réputation effrayante. Cette fois, il s'agit d'un habitat plus petit. Voici le lac Natron dans le nord de la Tanzanie. Pourquoi ce lac est-il si dangereux ? Pour commencer, il est incroyablement alcalin à cause du volcan qui se trouve à côté. Cela le rend toxique pour la plupart des animaux. L'eau contient des niveaux très élevés de cyanobactéries. Ces algues libèrent un produit chimique nocif pour les organismes qui pourraient la boire. L'eau peut même calcifier les oiseaux et les animaux et les transformer en versions momifiées d'eux-mêmes, un peu comme l'histoire de Méduse. Le lac est fatal pour la plupart des animaux, mais pas pour tous. Les flamants roses, par exemple, ne sont pas affectés par l'alcalinité de l'eau. Le lac est en fait l'un des rares endroits où ils se reproduisent et prospèrent. En plus de sa renommée pour les animaux pétrifiés, le lac est aussi connu pour sa couleur originale. L'eau devient parfois rouge à cause des algues. Ce changement de couleur peut être aussi vu de l'espace. Certaines agences de voyage ont même ajouté le lac à leurs excursions et safaris. Mais est-il prudent de se rendre près d'un volcan ? Le lac reçoit de la pluie tout au long de l'année, mais elle s'évapore avant même d'atteindre la surface. Ce type de précipitation est appelé pluie fantôme. Comme il se trouve près du désert et d'un volcan, le lac est très chaud. La température peut atteindre 60 degrés Celsius en été. Certains endroits sont sans danger pour les humains, mais la plus grande partie est une zone interdite. Un autre endroit qui semble se trouver sur une autre planète est la grotte de Movile en Roumanie. Même son air est différent de celui de l'atmosphère extérieure. Le niveau d'oxygène y est beaucoup plus faible. De plus, elle abrite un écosystème unique, car elle est isolée de l'extérieur depuis 5,5 millions d'années. Elle n'a aucun contact avec le monde extérieur. Elle a servi de foyer à des créatures qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. L'évolution de ces espèces s'est déroulée différemment, étant donné qu'elles vivaient dans ces conditions délimitées et hostiles. Par exemple, la plupart des habitants de la grotte Movile sont nés sans yeux. Leur peau est presque translucide et leurs antennes sont extra longues, pour les aider à se déplacer dans l'obscurité. La grotte est très humide et chaude. Elle sent l'œuf pourri à cause de tous les gaz sulfureux et méthaniques présents dans le lac sous la surface de la grotte. Mais comment tant d'espèces différentes sont-elles arrivées là ? Les scientifiques ne sont pas sûrs. Elles sont peut-être arrivées là par accident et se sont retrouvées coincées dans la grotte. Ou bien elles cherchaient des habitats plus sulfureux pour vivre après que le changement climatique dans l'hémisphère nord a provoqué l'assèchement de la mer Méditerranée. Le prochain endroit mystérieux de notre liste est le mont Nemrut en Turquie. Cette montagne abrite un complexe de monuments avec des temples et des tombes. Il a été construit par le dernier roi grec Antiochos. Le mont Nemrut abrite des statues du roi lui-même, de 2 lions, de 2 aigles, de Zeus, d'Hercule et d'Apollon. Les statues étaient autrefois des personnages de taille normale, mais les variations de température saisonnières et quotidiennes, le vent, l'accumulation de neige et l'exposition au soleil ont altéré leur forme.
De plus, ces superbes ruines antiques sont situées dans une zone sismique de premier degré. Maintenant, il reste surtout les têtes des statues. On peut les voir réparties sur le site. Si tu te rends sur place, tu seras d'abord accueilli par 5 statues de calcaire assises. Ces monuments sont uniques en raison de leur forme, de leur grande échelle, de leurs matériaux et de leur conception complexe. La technologie utilisée pour construire les tumulus et les statues est très avancée et unique pour l'époque. Imagine que tu es en train de faire une randonnée dans les montagnes et que tu vois ces anciennes constructions sorties de nulle part. Que ressentirais-tu ? Le prochain mystère est un fossile à motif hexagonal, donc à 6 côtés, appelé paléodictyon. On peut le trouver dans les parties les plus profondes des océans. Le point intéressant ici est que personne ne sait qui en est à l'origine. Les paléodictyons ressemblent à des nids d'abeilles. Les abeilles mellifères sont exclues des candidates potentielles car elles ne peuvent pas fabriquer d'alvéoles sous l'eau. Alors, qu'est-ce qui pourrait produire ces créations symétriques ? On ne sait toujours pas s'il s'agit de traces fossiles ou d'organismes indépendants eux-mêmes. Il n'y a pas d'explication certaine à ce mystère, vieux de plusieurs siècles. As-tu déjà entendu parler de la forêt tordue ? C'est une étrange forêt située en Pologne. Plus de 400 pins sont tordus à presque 90 degrés au niveau du tronc. Sans surprise, cet endroit est aussi célèbre pour ses histoires effrayantes. Nous ne savons toujours pas quel genre d'outils ou de techniques il aurait fallu utiliser pour faire pousser ou plier les arbres de cette façon. Cela pourrait être lié à un phénomène naturel, comme une tempête de neige par exemple. Il n'y a pas encore d'explication claire de ce qui a provoqué cette torsion. Attention, cette vidéo va faire du bruit. Les poissons-crapauds ont une capacité unique. Ils peuvent créer un son très fort. L'oreille humaine ne peut généralement pas l'entendre, surtout si un seul poisson émet le son. Mais si plusieurs se mettent à le faire en même temps, tu ne pourras peut-être pas t'empêcher de l'entendre. Les poissons-crapauds vivent au large de la côte de Sausalito en Californie. Et chaque année, des milliers d'entre eux se rassemblent en banc pour faire la fête et crier. Ensemble, ils créent un son collectif qui peut être facilement entendu par les habitants vivant près du rivage. Le bruit que l'on peut décrire comme un bourdonnement sourd peut même pénétrer jusqu'au centre-ville. Certaines personnes sont évidemment gênées par ce bourdonnement constant. C'est un phénomène naturel unique, mais il y a un hic. À un moment donné, les poissons s'éloignent du rivage, mais le son persiste. Par ailleurs, les scientifiques ont prouvé que ce bruit créé par les poissons ne pouvait pas se propager dans la ville, et de nombreux habitants des zones côtières ne l'entendent pas. Malgré tout, certaines personnes continuent d'entendre ce bourdonnement étrange. Maintenant, imagine que tu as déménagé dans un petit village d'Écosse. Tu loues une chambre, tu dînes et tu vas te coucher. Alors que tu sombres lentement dans le sommeil, un bourdonnement étrange envahit ta chambre. On dirait que quelqu'un a démarré son moteur quelque part au loin. Le son est semblable à celui de basses puissantes qui sortiraient d'un haut-parleur. Le bourdonnement t'empêche de dormir, tu as des migraines et même des nausées. Le matin, tu découvres que d'autres habitants entendent aussi ce terrible bourdonnement. Ils te parlent d'une énorme usine située à proximité. Les machines, les moteurs, les chaudières à vapeur, les grandes bouches d'aération et les générateurs émettent un bourdonnement sourd qui traverse l'air. Les ondes sonores se propagent dans tout le village et gênent les personnes à l'ouïe fine. Cela fait plusieurs jours que tu entends ce son et que tu souffres d'insomnie. Et puis un jour, l'usine fait faillite. Les ouvriers quittent leur poste et éteignent tous les moteurs et les ventilateurs. Génial! Tu vas enfin pouvoir dormir en paix. Mais tu sais quoi? Le son ne disparaît pas. Il te suit où que tu sois. Et il ne s'agit pas de l'usine, du poisson ou du moteur d'un camion. Imagine que tu te promènes dans les rues d'une petite ville anglaise. Il y a beaucoup d'avions qui volent au-dessus de toi. Le bourdonnement qu'ils émettent te suit. Même dans ton lit, tu peux l'entendre. Tu te demandes s'il y a un aéroport à proximité. Tu poses la question aux habitants et tu découvres qu'il n'y a même pas de piste d'atterrissage ici. Mais alors, d'où vient ce son? Tu lèves la tête pour regarder en l'air et tu vois un ciel dégagé. Il n'y a pas d'avion, mais il y a du bruit. Et tu n'es pas le seul à l'entendre. Certains habitants sont sûrs que le bourdonnement provient du trafic à grande vitesse sur l'autoroute. Des milliers de voitures roulent dans les deux sens et laissent des ondes sonores massives derrière elles. Mais la nuit, il n'y a pas de voiture, et pourtant, le son reste. Tu es peut-être en train de devenir fou. Les histoires de plusieurs témoins à propos de ce bourdonnement te sauvent de cette folie. Et ce ne sont pas seulement les habitants de cette ville qui en font l'expérience.
environ 4% des personnes sur la planète entendent le bourdonnement. Des inconnus partagent ce bourdonnement qui les empêche de dormir et de se concentrer sur quoi que ce soit. Le son les suit partout et ne s'arrête jamais. Certaines personnes l'entendent toujours alors même qu'elles déménagent à un autre endroit. Peut-être que tu l'entends en ce moment même et que tu n'y fais pas attention. Alors, fais-y attention. Si tu l'entends une fois, tu ne pourras plus cesser de l'entendre. Il existe un site web et un forum en ligne consacrés au bourdonnement. Des gens du monde entier renseignent les coordonnées des endroits où ils ont entendu ce phénomène mystérieux. Tu peux trouver des milliers de ces coordonnées sur le site et même ajouter les tiennes. Les gens décrivent différents niveaux de bruit et partagent leurs sources. Certaines théories affirment que le bourdonnement n'est autre que le son de notre planète provenant du noyau. D'autres affirment qu'il provient de l'atmosphère. Des scientifiques ont même été consultés, mais ils ne connaissent pas la raison de ce phénomène. Les gens utilisent des micros et des amplis sophistiqués pour enregistrer le bourdonnement. Presque partout, ils détectent une vibration à basse fréquence qu'il est pratiquement impossible pour l'oreille humaine de capter. Elle se mêle au bruit des voitures, des imprimantes de bureau et des rames de métro. Parfois, les gens cessent de l'entendre, mais le bourdonnement augmente lorsqu'ils sont allongés dans leur lit. De nombreux témoignages émanent des habitants de certaines villes industrielles. Parfois, ces chercheurs de son ont réussi à trouver la source. Ils se sont retrouvés dans des usines avec des générateurs en marche où le son pénétrait dans le système de ventilation qui le propageait à l'extérieur du bâtiment. Lorsque les générateurs ont cessé de fonctionner, le son a disparu. Mais ce sont des cas rares. La plupart du temps, personne ne peut trouver la source du bourdonnement. L'un des endroits les plus célèbres où tu peux l'entendre se trouve dans la ville de Taos, au Nouveau-Mexique. Environ 2% des habitants entendent un bourdonnement étrange tous les jours. Certains touristes en font aussi l'expérience. Des scientifiques sont venus dans la ville pour étudier ce mystère, mais n'ont trouvé aucune explication. Selon certaines théories, l'acoustique inhabituelle de cet endroit est à l'origine du bourdonnement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une hallucination ou du pouvoir de suggestion collective. Tout le monde parle tellement du bourdonnement que le cerveau crée l'illusion d'un son qui n'existe pas. Les habitants croient que la nature du bourdonnement est mystique et associée à de mauvais esprits. Quoi qu'il en soit, personne n'a encore découvert la vérité. Le bourdonnement que les gens entendent partout dans le monde est peut-être le résultat de l'activité sismique des plaques tectoniques sous les eaux océaniques. D'énormes morceaux de la croûte terrestre se déplacent lentement et entrent en collision les uns avec les autres. Cela crée un bruit qui nous parvient sous la forme d'un bourdonnement. Mais pourquoi seules quelques personnes l'entendraient-elles ? Peut-être qu'environ 4% de la population mondiale possède un sens unique de l'ouïe. Quoi qu'il en soit, les scientifiques n'ont pas non plus été en mesure de confirmer la théorie des plaques tectoniques. Certains chercheurs pensent que les sous-marins en sont la raison. Ils utilisent des signaux radio à basse fréquence pour communiquer dans le monde entier. Ces signaux se propagent à la surface et peuvent affecter le corps humain. Lorsque l'oreille capte ces ondes sonores, elle réagit et provoque des vibrations similaires au bourdonnement. Cela se produit parce que l'énergie sonore à basse fréquence entre en collision avec les tissus mous du crâne et stimule le nerf auditif. En fait, ce n'est même pas un son, c'est une hallucination qui est créée par ton cerveau. Quoi qu'il en soit, personne ne peut confirmer cette théorie non plus. Peut-être que les orages créent le phénomène du bourdonnement. Environ 8 millions d'éclairs frappent la Terre chaque jour. Chaque impact crée une puissante charge électromagnétique. La foudre pénètre dans l'air et le fait résonner entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Cela semble compliqué, mais le principe est simple. Imagine que tu souffles dans le goulot d'une bouteille. Tu entends ce faible bourdonnement ? La foudre fonctionne de la même façon avec l'air. Et ce n'est pas qu'un seul coup. Imagine des millions de ces coups de foudre. Les ondes sonores se propagent sur toute la planète et certaines personnes les entendent. Les éclairs frappent la Terre en permanence, si bien que le bourdonnement ne s'arrête jamais. En 1973, des scientifiques ont avancé une théorie selon laquelle la cause du bourdonnement serait le cisaillement du jet stream contre l'air plus lent. En d'autres termes, le vent et les flux d'air rapides croisent les flux plus lents et un sifflement apparaît, amplifié par les tours électriques et les lignes à haute tension. D'ailleurs, les premiers témoignages de bourdonnement sont apparus dans les années 70. Les gens ont découvert l'existence de ce phénomène dans la petite ville britannique de Bristol. Des dizaines de résidents ont entendu ce bruit étrange dans différents endroits de la ville. Au début, ils l'ont ignoré. Puis le son est devenu de plus en plus irritant. Il empêchait les gens de travailler et de mener leur vie quotidienne. Ils n'arrivaient plus à dormir ni à se concentrer sur quoi que ce soit.
Dans la ville voisine, il y avait un entrepôt avec des ventilateurs industriels. Les habitants étaient sûrs que c'était la raison du bourdonnement. L'entrepôt a cessé de fonctionner quelques années plus tard, mais le son est resté. Tu peux même encore l'entendre aujourd'hui si tu visites la ville. Il existe de nombreuses théories sur le bourdonnement, mais on peut en éliminer presque la moitié grâce à un seul facteur. Les plaques tectoniques, l'activité sismique, les éclairs, la croûte terrestre et la résonance de l'air sont des phénomènes naturels. Or, les gens n'ont pas parlé du bourdonnement avant les années 70. Si ce phénomène était apparu plus tôt, de nombreux journaux auraient écrit à ce sujet. Donc, manifestement, le bourdonnement n'est pas un mystère de la nature. C'est peut-être une conséquence de toutes nos avancées technologiques. Les usines, les lignes électriques, les avions, les voitures, les bateaux, les trains, les micro-ondes et les générateurs créent un bruit de fond imperceptible que la plupart des gens ignorent. Nous sommes tellement habitués à tous ces bruits que nous avons oublié ce qu'est le silence. Notre cerveau a peut-être créé ce bourdonnement dans notre tête pour répondre à notre monde bruyant. Si tu te mets à écouter attentivement ton environnement à partir de maintenant, quel genre de son vas-tu entendre? D'où viennent-ils? Et y a-t-il un bourdonnement parmi eux? Cet arbre hérissé de pointes sait comment tirer, alors tu ferais mieux de ne pas t'en approcher. Il s'appelle l'arbre bombardier et tu peux le trouver en Amazonie. Au départ, ses graines ont la forme d'une petite citrouille. Au fil du temps, elles durcissent et mûrissent. Mais voici la partie amusante. Juste au moment où elles atteignent leur maturité, les graines éclatent et sortent à une vitesse de 240 km/h. Elles peuvent même atteindre des distances de 18 mètres. C'est pourquoi il est si risqué de se trouver sur leur chemin pendant l'explosion. Sans oublier que les graines sont également toxiques. Au point où on en est. Bien sûr, certains arbres ne poussent pas tout à fait à la verticale. Mais un arbre complètement courbé, dont les branches touchent même le sol, c'est un spectacle à ne pas manquer. Un tel arbre, le genévrier sabine, pousse en Espagne. Sa forme dépend du vent, car l'arbre se plie dans sa direction. Par conséquent, non seulement il a souvent une forme bizarre, mais il peut aussi en changer complètement à différentes périodes de l'année. Cet arbre flexible peut atteindre plus de 8 mètres de haut et a tendance à pousser dans les endroits les plus improbables, comme sur des rochers. Que penses-tu d'un arbre qui est aussi vieux que les dinosaures ? Découvert en 1994, le pin de Wollemi peut être trouvé dans les Blue Mountains de Sydney en Australie. Il remonte à plus de 200 millions d'années. On peut donc facilement imaginer que les dinosaures se sont promenés autour de lui. Comme ces arbres sont en voie de disparition et que seulement 100 spécimens en existent à ce jour dans la nature, les scientifiques n'ont pas envie de divulguer leur emplacement. Ils veulent s'assurer que les arbres soient bien préservés. De plus, ils sont importants pour la science, car les étudier peut nous aider à découvrir de nouvelles informations sur le passé de la Terre. L'écorce d'un arbre peut nous apprendre beaucoup de choses différentes, comme les différentes périodes de température qu'il a traversées ou son exposition à divers composés chimiques. L'arbre de vie tient son nom du fait qu'il est capable de résister à des conditions très difficiles et de prospérer tout de même. Situé dans le désert du Bahreïn, le Prosopis cineraria possède un système racinaire très profond, qui lui permet de survivre à la chaleur torride. Les scientifiques ne savent toujours pas comment il parvient à obtenir suffisamment d'eau. Il est si particulier qu'il rassemble plus de 50 000 touristes chaque année. La India dormida au Panama est une zone montagneuse qui a la forme du corps d'une jeune fille endormie. Elle fait partie d'une région plus vaste et mystérieuse appelée El Valle de Antón, près de l'un des plus grands volcans dormants habités au monde. On y trouve aussi des arbres assez bizarres, des arbres carrés. Même les cernes de ces arbres, c'est-à-dire à l'intérieur de leur tronc, ont la même forme, avec des arêtes nettement dessinées, parfois même un angle parfait de 90 degrés. Les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi ces arbres poussent dans cette forme particulière. Ils ont même essayé de prélever des échantillons de certains de ces arbres afin de les planter ailleurs, pour voir s'ils conservaient cette forme. Et ça n'a pas marché. Il est donc clair que la forme étrange de ces arbres a quelque chose à voir avec la vallée elle-même. Certaines personnes pensent qu'à l'origine, un agriculteur local aurait planté ces arbres dans des boîtes, les forçant à pousser ainsi afin de réduire les pertes en menuiserie, car les arbres ronds finissent souvent par être découpés en planches rectangulaires.
L'un des arbres les plus anciens et les plus grands du monde se trouve dans le parc national des Séquoias aux États-Unis. Il s'agit du général Sherman et il mesure une hauteur record de 84 mètres. C'est presque aussi grand que la Statue de la Liberté. Sa circonférence est tout aussi impressionnante, puisqu'au niveau du sol, son tronc mesure environ 30 mètres de large. Quant à son âge, on ne peut que deviner qu'il a entre 2300 et 2700 ans. Comment ça va, vieille branche ? Il existe de nombreuses espèces d'arbres magnifiques, mais aucune n'est aussi frappante que l'eucalyptus arc-en-ciel que l'on trouve aux Philippines. Il a presque l'air d'être peint à la main, en raison de ses couches d'écorce multicolores. Cet arbre présente une coloration irrégulière, affichant de nombreuses couleurs à la fois, du vert au bleu, puis au violet, en passant par l'orange et enfin au brun. Il n'est pas utilisé à des fins de décoration, mais plutôt pour la fabrication de papier. En Namibie se trouve un arbre à la forme étrange et plutôt dangereux, l'arbre bouteille. Pour ce qui est de sa forme, le nom parle de lui-même, avec un tronc rond qui se rétrécit vers le haut. Mais la sève laiteuse récoltée sur cet arbre est extrêmement toxique. La légende veut que les chasseurs locaux y trempaient leurs flèches pour plus d'efficacité. Il est cependant très beau au moment de la floraison avec des fleurs roses et blanches au centre rouge. Voir un arbre tordu de temps en temps n'a rien de spécial. Mais pour en voir une forêt entière, il faut se rendre dans la ville polonaise de Gryfino. Près de celle-ci, il y a une forêt composée de 400 arbres aux formes étranges. Ils ont été courbés grâce à une intervention mécanique. Ils n'ont pas simplement poussé comme ça, mais le but de la manœuvre reste un mystère à ce jour. Certains ont dit que c'était parce que le bois de ces arbres était destiné à la fabrication de meubles ou même à la construction de bateaux. Mais, quoi qu'il en soit, l'exploitation de cette forêt a fini par être abandonnée. Le Seiba Pantandra, ou fromager, a entrepris d'envahir les anciens temples de Taprom au Cambodge, créant une vue spectaculaire. Les branches massives de ces arbres ont été libres de pousser sur les structures depuis des lustres, tout cela remontant jusqu'au XIIe siècle. Les temples ont été depuis restaurés et sont accessibles aux touristes. Le dragonnier pousse dans les îles Canaries, au nord-ouest de l'Afrique. Les locaux disaient qu'une fois qu'un dragon meurt, il se transforme en arbre. D'une longueur impressionnante de 15 mètres, l'arbre produit une sève rouge que l'on nomme sang dragon et qui peut être récoltée à partir de l'écorce. Cette substance est encore utilisée à ce jour comme remède ou pour créer des teintures. L'un des arbres les plus grands, les plus anciens et les plus impressionnants du monde est le baobab de Sunland. Il mesure 22 mètres de haut et a une circonférence de 47 mètres. Il est situé en Afrique du Sud. Ce qui le rend encore plus spectaculaire, c'est le fait qu'il soit naturellement creux à l'intérieur. Un petit salon a donc été installé à l'intérieur de l'arbre en 1933. Au départ, il pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes, mais il peut maintenant en accueillir jusqu'à 60, sans compter que l'arbre date d'il y a plus de 6000 ans. Le bouleau blanc s'est répandu en Scandinavie et dans le nord-est de l'Europe et a trouvé un moyen de réfléchir la lumière. Son écorce est devenue plus claire et, pendant la saison froide, lorsque ses branches gèlent aussi, le spectacle est une sorte de conte de fées hivernal. L'arbre a aussi développé un partenariat avec un champignon qui se connecte à ses racines et se déploie sous la forêt, récupérant les nutriments que les arbres ne peuvent pas atteindre. Pour ses services, l'arbre donne en retour des sucres aux champignons. Le compagnon du bouleau est toxique et ne doit surtout pas être consommé par les gens. Cette amanite est facile à reconnaître, avec son chapeau classique au sommet écarlate et saupoudré de blanc. Un festival naturel à ne pas manquer est la saison des cerisiers en fleurs au Japon. La fleur blanc-rosé est profondément ancrée dans la culture japonaise et va de pair avec un concept spirituel, Mono no Aware, qui se traduit par le fait que tout est éphémère, même si tout semble parfait et beau. Si tu te rends un jour au Japon, tu verras rapidement que le symbole de la fleur de cerisier est partout, des logos d'entreprise aux vêtements en passant par les articles ménagers. Le parc national de Yosemite, aux États-Unis, possédait autrefois une structure arboricole étonnante qui a été transformée en tunnel. Il s'agissait d'un séquoia d'une hauteur de 70 mètres.
Il était surnommé Wawona, un mot amérindien qui désigne le ululement du hibou. L'arbre est tombé en 1969 à cause d'une neige abondante, mais il a survécu en tant qu'écosystème pour les animaux, les plantes et les insectes. On l'appelle maintenant l'arbre tunnel abattu. Une espèce d'arbre connue sous le nom de Pennantia baileysiana est la plante la plus rare sur Terre. Le Guinness Book des records a enregistré un seul arbre de son espèce, au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il n'a pas toujours été aussi solitaire, mais les humains ont amené des chèvres sur l'île qui ont grignoté tous les autres membres de sa famille. Heureusement, les scientifiques cherchent des moyens de planter de nouveaux spécimens.